Alors, pendant que le professeur se prépare, puisque nous devons être ponctuels pour ce forum ce soir, monsieur le professeur, donc Madame la vice-présidente est présente avec moi aussi de Sciences Action. Je suis Pascal Houbron, conseiller régional, et je voudrais excuser Madame Marteau, qui habituellement participe en introduction au forum qui a lieu donc mensuellement. Je voudrais d'abord excuser le président de la région, Hervé Morin, qui est pris, évidemment, vous l'imaginez, par beaucoup d'obligations depuis notre fusion de la belle Normandie. Il est difficile d'être partout à la fois. Et donc excuser Madame la présidente de Sciences Action qui ne pouvait être présente avec vous ce soir. Alors nous sommes heureux ce soir effectivement de vous accueillir ici à Rouen. On a eu l'occasion de discuter un peu de la fierté que nous avions à habiter ce territoire. Je voulais aussi bien évidemment remercier pour son action Sciences Action pour le coup, qui a toujours, je crois, de belles idées pour retrouver, je dirais, des thématiques qui nous intéressent et qui sont, on va le voir ce soir aussi, d'une actualité brûlante. Et il est important pour nous tous de pouvoir être éclairés. Alors je suis, moi, toujours impressionné de voir des scientifiques de très haut niveau pouvoir, je dirais, se mettre aussi au niveau du grand public pour, d'une manière pédagogique, nous expliquer précisément des choses qui sont parfois très complexes pour nous. Donc merci à eux, en tout cas, de faire cet effort. Voilà, je vais simplement vous donner une date, c'est la fête de la science, donc vous y serez tous évidemment conviés, vous pourrez aller voir sur les sites internet quel en est le programme, mais du 7 au 15 octobre donc 2017, eh bien, nous aurons tous l'occasion effectivement de valoriser tout ce qui concerne la science et notamment les métiers de la science aussi. Il faut encourager nos jeunes à être curieux et à se tourner vers ces métiers-là. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, je vous laisse donc la parole et je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci encore d'être avec nous, parmi nous ce soir. Merci. Voilà, tout est dit ou presque, en tout cas. Je vais vous présenter. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur le professeur Jules Hofmann. Il est Nobel de médecine en 2011, entre autres, hein, entre beaucoup d'autres choses. Et à l'heure où de multiples questions se posent à notre société face aux agressions virales, microbiennes, à la perte d'une certaine efficacité chez les antibiotiques, etc., qui aurait pu s'imaginer que c'est par la voie des insectes que l'on aurait peut-être des pistes de recherche, des pistes de progrès dans le domaine de l'immunité. Alors, je ne vais pas en dire plus, bien sûr, je serais bien incapable et je cède la parole à Monsieur Jules Hofmann. C'est à vous, n'oubliez pas toutes et tous que vous pouvez intervenir, vous devez même, bon, pas que, bon, c'est à votre gré, vous devez intervenir et poser des questions, des remarques à la fin de son exposé. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis très ému. C'est une de mes premières visites en Normandie, surtout que vous avez fusionné entre les deux Normandies, ce que nous n'avons pas réussi à faire en Alsace. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, on est devenu le Grand Est. Alors, effectivement, comme l'a dit monsieur, c'est un petit peu un défi d'arriver à vous expliquer ce qu'on a fait. Il y a des choses compliquées, mais des choses qui sont simples. Alors, je voudrais quand même qu'on trouve un petit peu un moyen intermédiaire. Je vais essayer de vous présenter l'intérêt de ces travaux, pas de ces travaux, mais l'intérêt de cette thématique, et ensuite de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, et ce qu'on devrait encore faire. Alors, je démarre par une longue introduction. Je pense que ça nous fera du bien. Je m'excuse vis-à-vis des médecins qui sont dans la salle et des immunologistes qui connaissent bien ces choses, mais je parle pour nous tous. Donc, dans l'introduction, je parlerai d'abord des infections et de leurs effets sur les populations humaines, ce qui est souvent oublié. Ensuite, des réactions de défense contre les infections. Il y a deux notions, l'immunité innée et l'immunité adaptative, que j'expliquerai brièvement. Et ensuite, je vous expliquerai la question qu'on m'a posée le plus souvent ces dernières années, pourquoi travailler sur les insectes? Et je vous montrerai pour quelles raisons on a choisi de travailler sur les insectes. Alors, démarrons. Voici une diapositive très simple.
c'est l'évolution de l'espérance de vie des hommes du Paléolithique à nos jours. Alors, espérance de vie, ça veut dire le nombre d'années qui s'écoulent depuis le jour de la naissance et le jour de la mort. Alors, l'espérance de vie au Paléolithique, on a beaucoup de squelettes, elle était de l'ordre de, donc regardons la ligne du milieu, c'est 50%, c'est-à-dire à l'âge de vers 20 ans, la moitié des personnes étaient mortes. Bon, il y a toujours des gens qui ont vécu jusqu'à 60 ans. Et alors, au néolithique, vers 3000 années, vous voyez que ça n'a pratiquement pas bougé. Alors là, on a une valeur donc, qui est de Breslau, qui est actuellement en Pologne. C'est la Silésie à l'époque. Vous voyez, donc en 1690, la valeur n'a pratiquement pas bougé. Il y a une petite amélioration. Et ensuite, Liverpool. Liverpool, la valeur est du 19e siècle, pardon. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de grande modification. Ce qui veut dire, même de l'époque napoléonienne à celle de Napoléon Ier jusqu'à Napoléon III, les valeurs ici étaient à peu près stables, avec une légère augmentation. Et voyez-vous, en l'an 2000, le changement qu'il y a eu, l'an 2000, ici en Grande-Bretagne, il y a pratiquement, donc sur les statistiques globales qui ont été faites par les spécialistes cités ci en dessus, il y a pratiquement eu un triplement de la durée de vie, c'est-à-dire que, comme vous le savez aujourd'hui, nous atteignons des âges, je ne dirais pas canoniques, mais enfin des âges quand même significatifs. Alors la question, et ce qui me surprend, c'est que les gens qui nous entourent, les journalistes notamment, sauf vous, mais les journalistes ne se rendent pas compte quand on parle d'aujourd'hui, tout va, oh là là, les choses vont de plus en plus mal, etc. On ne se rend pas compte de ce fantastique changement qu'il y a eu en espace de 100 ans à peu près. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les premières grandes sources de mortalité au cours de l'histoire ont été, et de très loin, les maladies infectieuses, avec des pics fréquents d'épidémies, de peste, de variole, de typhus. La mortalité infantile due aux infections était énorme. Nous avons en ce moment des chercheurs chinois dans notre laboratoire et ils nous disent qu'au XIXe siècle, en Chine, la moitié des enfants qui naissaient étaient morts à l'âge de 5 ans. Ensuite, un autre point sur lequel nous reviendrons, l'origine des maladies restait inconnue pendant des millénaires, était généralement attribuée aux puissances divines. Je me souviens encore, donc moi je suis né au Luxembourg, je me souviens qu'on avait tous les ans, on avait une procession pour prier à la Vierge Marie dans laquelle on disait « Toi qui nous as protégés de la peste », c'était la peste de 1690. Origine divine. Alors, le siècle qui s'est étendu des découvertes de Pasteur au développement des antibiotiques, à peu près 1870-1860, a représenté un véritable âge d'or pour la médecine. 3 éléments essentiels ont contribué à combattre efficacement les infections. 3 éléments. Le premier, c'est l'avènement de l'hygiène, asepsie, antisepsie. Alors, je pourrais citer l'exemple de Semmelweis, le grand Semmelweis, qui était médecin à Vienne et qui s'occupait beaucoup de la fièvre des parturiantes, des femmes qui venaient de donner naissance à un enfant, et les médecins qui venaient dans la salle d'accouchement venaient de la salle d'à côté, qui était celle des autopsies, et sans évidemment se laver les mains. Deuxième grande raison, le développement de la vaccination. Alors là, je dis toujours que je suis conscient évidemment de tous les problèmes qui sont discutés dans la société, mais je rappelle toujours un seul chiffre. Les médecins et les historiens estiment qu'au siècle passé, au XXe siècle, la vaccination a sauvé 1,5 milliard de vies humaines. 1,5 milliard de vies humaines. Donc évidemment, en prédominance des enfants et des enfants. Les personnes âgées, j'allais dire, mais ça nous intéresse moins. Et finalement, je le dis comme personne âgée, et finalement, la découverte et l'usage massif des antibiotiques. Alors, les antibiotiques la vaccination, vous savez, est apparue à l'époque de Pasteur, il y a déjà un peu avant, mais enfin, nous n'avons pas le temps d'insister là-dessus. Les antibiotiques vraiment sont apparus, ont été utilisables à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la pénicilline et la streptomycine. Mais l'hygiène est largement insuffisante au plan mondial. Nous parlons maintenant au plan mondial, elle est largement insuffisante.
n'est pas toujours non plus suffisante chez nous. En ce qui concerne la vaccination, de grandes lacunes existent actuellement dans le spectre des vaccins disponibles. Il y a énormément de bactéries pour lesquelles nous n'avons pas de vaccin correct, même pour des molécules aussi, des bactéries aussi banales que le staphylocoque. Et ceci, en grande partie, explique aussi qu'il y a de nombreuses maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies de personnes qui sont hospitalisées pour un problème de genou, un problème etc., et qui finalement attrapent dans les hôpitaux un germe. Et donc la vaccination ne permet pas actuellement de combattre ces germes. Et ensuite, il y a, en ce qui concerne les antibiotiques, évidemment, comme vous le savez tous, actuellement un très important développement de la résistance aux antibiotiques. Alors vous voyez, pour conclure sur cette première partie de mon introduction, nous avons fait des progrès spectaculaires en un siècle et nous nous trouvons actuellement dans une situation où on a un peu le sentiment que les gens veulent, certaines personnes veulent relâcher, disent « Oh, écoutez, c'est derrière nous tout ça ». C'est faux que ce soit derrière nous. Au plan mondial, évidemment, ce n'est pas derrière les hommes. Alors, je passe à... je voudrais juste faire ici je suis biologiste, mais je m'intéresse énormément à l'histoire et il y a une interface entre l'histoire et la biologie qui me passionne un peu, c'est les pestilences et les incidences sur l'histoire de l'humanité. C'est des aspects sur lesquels on se penche très rarement. Il y a très peu de gens, pendant mes cours d'histoire à l'école, on ne m'a jamais parlé de ces aspects-là. Peut-être que mes enseignants à l'époque n'étaient pas conscients, mais je vous donne quelques exemples de l'importance des infections dont nous venons de parler sur l'histoire. Quelques exemples, 4. Un exemple qui m'intéresse beaucoup, c'est la peste à Athènes. La peste à Athènes est apparue, donc nous sommes bien renseignés par Thucydide, est apparue en 430 au moment du début de la guerre du Péloponnèse. Et Athènes était la ville la plus forte et Sparte faisait pas faible figure à côté, mais n'avait aucune chance de l'emporter. Puis il y a eu la peste à Athènes. Et la peste à Athènes a été terrible. Donc nous avons énormément de récits, comme j'ai dit, par Thucydide. Et Athènes ne s'est jamais totalement remise au niveau population, au niveau de cette peste. Et finalement, comme certains d'entre vous le savent, Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse au bout de 30 ans. Deuxième exemple, très important, la peste justinienne. J'ai oublié de vous dire, enfin ça n'importe pas pour nous ce soir, on n'est pas sûr que la peste à Athènes était véritablement Yersinia pestis, l'agent que nous connaissons actuellement. C'était un agent infectieux, mais on dit peste, mais c'est peut-être pas tout à fait la peste. Dans le cas de la peste justinienne, c'était l'agent que nous connaissons aujourd'hui. Donc 542, ça a commencé. Ses conséquences sur l'Empire byzantin étaient énormes. Byzance a perdu près de la moitié de sa population, et les régions alentours également ont perdu énormément de monde. Et surtout, évidemment, il y avait à ce moment-là une crise économique terrible, et il y avait aussi simplement un manque de soldats. Et Byzance ne s'est pas remis jusqu'à la fin 2 siècles après. Et ceci, d'une certaine façon, a expliqué les conquêtes arabes qui étaient extrêmement rapides. Les Arabes venaient de régions désertiques où il n'y avait pas, nous le savons aujourd'hui, il n'y avait pas les rats qui sont transmetteurs des poux qui donnent le microbe qui induit la peste. Donc, vous voyez un aspect qu'on dirait banal, qui n'est pas banal du tout, mais cette peste, non seulement a été terrible pour les gens qui vivaient à l'époque dans ces régions, mais elle a été également une influence extrêmement importante sur l'histoire, et l'histoire de notre monde. Et puis la grande peste, Black Death, comme disaient les Anglais, en Europe, qui est apparue en 1348, qui a eu un effet énorme en Europe et qui a déstabilisé le nombre de gens qui sont en Normandie. La moitié des gens sont décédés. Et il y a eu un déséquilibre dans les États qui existaient à l'époque ici, et puis des conséquences que les historiens ne nous disent pas aussi clairement que ça. Il y avait une incidence importante ensuite à la mortalité sur l'économie et sur l'arrangement des choses. Et finalement, dernier exemple, la variole, qui a eu énormément d'effets au cours de l'histoire, mais l'effet le plus triste, mais celui qui m'impressionne toujours le plus, c'est que 90% des Amérindiens sont morts après, dans les 2 siècles qui ont suivi, l'arrivée des conquistadores, et ceci par la variole.
ils n'avaient aucune défense contre la variole, ils n'étaient pas habitués à la variole. Puis d'autre part, il y a peut-être d'autres explications aussi immunologiques plus fines au niveau des complexes majeurs d'histocompatibilité différents. Mais vous voyez, là encore, jamais les conquistadors que nous trouvons, dont l'image qu'on nous donne, c'est que ce sont des personnes qui étaient fantastiquement courageux et qui se jetaient dans la bataille. Bon, ils étaient mieux équipés que les Indiens, mais en fait, le véritable ennemi qui a fait disparaître pratiquement les Indiens, en tout cas jusqu'à 90%, c'était la variole, donc une simple bactérie. Voilà. Après ça, donc je vous recommande un livre, si jamais ça vous intéresse, Armies of Pestilence, qui est apparu en 2004, et dans lequel tout ceci est relaté sur l'ensemble des derniers millénaires. Alors passons à la deuxième partie de l'immunité. Nous approchons davantage maintenant du cœur de l'exposé. Il y a deux types. Nous avons, deux types d'immunité. L'une que nous appelons immunité innée, qui est une réaction immédiate. Et il n'y a pas de mémoire. Alors, pour être très simple, je simplifie à l'extrême ici, c'est vous vous coupez quelque part, vous êtes dans le jardin, un petit accident, vous avez une immunité innée qui est immédiate, il n'y a pas de mémoire, ça ne sert à rien de se couper régulièrement, la réponse sera toujours la même. Et à côté de cela, alors la cellule qui est à la base de cette immunité innée, c'est le phagocyte. Il y en a beaucoup plus. Les spécialistes le savent bien entendu, mais je simplifie pour tenir dans les temps. Mais le phagocyte est l'agent principal de cette immunité innée au niveau de la réaction immédiate. Et ensuite, il y a l'immunité adaptative. Alors cette immunité adaptative est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est une réaction lente, elle met quelques jours, je le montrerai dans une diapositive. Elle existe seulement chez les vertébrés. Et je vous dis, je rappellerai tout à l'heure, les invertébrés, c'est-à-dire invertébrés, bon, c'est défini par rapport aux vertébrés. Les vertébrés représentent 5% des espèces animales actuellement sur Terre. Et les invertébrés représentent 95% des espèces animales sur Terre. Les invertébrés n'ont que l'immunité innée. Donc l'immunité adaptative est apparue avec les lymphocytes. Elle a un vaste répertoire de récepteurs, on reviendra là-dessus, et des cellules mémoire, et c'est cet aspect-là qui permet la vaccination. Alors, illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'immunité innée qui n'a pas de mémoire apparaît de suite au moment de la blessure, elle dure 5 à 7 jours, et l'immunité adaptative n'apparaît que 5 ou 6 jours après, et elle peut durer toute la vie, selon le cas. Alors voilà les deux grandes différences entre ces deux immunités. Nous aurons à voir maintenant, parce que le titre de mon exposé c'est immunité innée, donc qui est absente chez l'homme, pardon, excusez-moi, qui est essentiellement présente, donc là je m'embrouille, l'immunité innée est commune à tous les organismes et l'immunité adaptative apparaît chez les vertébrés. Alors, la dernière partie de mon introduction, pourquoi travailler sur les insectes ? Eh bien, les insectes, je viens de dire que les invertébrés représentent 95% des espèces animales sur Terre, les insectes représentent 80%. La plupart des espèces d'invertébrés sont des insectes. Ils détruisent chaque année les tiers des récoltes humaines, ce qui est aussi un point essentiel, avec l'aide, il est vrai, des champignons en terre. Et ils mettent un tiers de l'humanité en situation de risque permanent de transmission de maladies microbiennes, débilitantes et très souvent mortelles. Alors là encore, les chiffres, puisque nous prenons souvent les chiffres, on estime qu'1 milliard d'hommes sur Terre, hommes et femmes, d'êtres humains sur Terre, sont à tout moment, ont une infection dont l'origine est une transmission par des insectes vecteurs. Ils sont malades. Et sur ces malades, il y a quelque chose comme 20 millions de personnes qui meurent tous les ans, qui meurent, alors cette fois-ci, de ces infections qui sont transmises par les insectes. Mais nous sommes en présence d'un grand groupe, d'un très grand groupe qui a une importance grande pour nous au niveau à la fois nutrition et au niveau santé. Alors les insectes eux-mêmes sont attaqués par des champignons, des bactéries, des virus et des protozoaires. Et, point important, ils sont particulièrement résistants aux infections. Alors ceci est un point que nous connaissions bien au laboratoire quand j'ai commencé ma thèse. C'est un laboratoire donc à Strasbourg, à l'Institut de zoologie, qui travaillait sur le contrôle endocrine du développement, de la reproduction des insectes. Et ce qu'on faisait à l'époque, donc c'est dans les années 60, ce qu'on faisait, comme il n'y avait pas de biochimie, il n'y avait pas de biologie moléculaire, de génétique moléculaire, etc., les seules approches qu'on avait, c'était la biologie expérimentale.
Donc on prenait sur un insecte donneur, on va dire, on prenait un organe qu'on soupçonnait d'avoir une influence sur le développement et on le transplantait à un autre individu, même espèce bien sûr. Et puis on regardait l'effet sur le développement, la reproduction, etc. Et mon patron, quand il m'a donné mon sujet de thèse, me disait qu'il avait travaillé depuis 30 ans là-dessus, de cette façon, sans jamais prendre de précautions d'asepsie. Souvenez-vous, tout à l'heure on a dit que c'était un des grands aspects qui expliquait l'augmentation de l'espérance de vie chez les humains. Et pourquoi donc évidemment, ils doivent être très résistants aux infections. Et ça, tout le monde en convenait, mais on ne connaissait pas les mécanismes. Donc, j'ai commencé ma thèse sous la direction de Pierre Joly. J'ai commencé ma thèse pour essayer de comprendre ce qui faisait que les insectes étaient résistants aux infections. À l'époque, on ne pensait pas du tout à des applications, on ne faisait pas de demandes de crédit en disant ceci sera important par la suite, ceci permettra, etc. Non, c'était curiosité. Et à l'époque, on pouvait, dans les universités, on pouvait juste aborder une question, être financé par une question sur un simple aspect de curiosité. Alors, maintenant, je pars enfin dans la véritable partie, les premiers travaux sur les réactions antimicrobiennes chez les insectes. Donc, étant donné maintenant que nous voyons que le groupe en lui-même est important et on ne pense pas du tout aux mammifères, ce sera dans la troisième partie. Voilà, c'est l'Institut de zoologie. À Strasbourg, il existe toujours maintenant, comme souvent, la zoologie est devenue, les instituts de zoologie sont devenus des musées. C'est un musée maintenant. Et moi, je suis passé de là à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. J'étais directeur de cet institut, ensuite je suis devenu directeur de l'autre institut et c'était un changement de paradigme. Et Pierre Joly était mon patron et je tiens toujours à lui rendre un hommage quand je fais ces conférences. Alors, au début, nous travaillons sur le grand criquet migrateur d'Afrique pour des raisons tout à fait banales. À l'époque, comme je m'exprime souvent de façon politiquement correcte, la France avait des responsabilités en Afrique du Nord. Et donc en Afrique du Nord, il y avait évidemment beaucoup de problèmes de criquet, Niger, la boucle du Niger, etc. Et alors on savait déjà, les scientifiques savaient déjà qu'il y avait un effet d'un contrôle hormonal entre la phase grégaire qui était sur place, donc qui était la phase solitaire qui était sur place et la phase grégaire qui s'envolait, qui faisait ces énormes dégâts. Nous sommes passés ensuite à la grande mouche que vous voyez ici, Phormia. Et les dernières 25 années, on a travaillé sur la drosophile, qui est extrêmement petite, mais c'est un outil de génétique, de biologie moléculaire fantastique. Alors, une première réaction toute banale, c'est une infection. Nous avons ici à gauche une mouche que nous piquons avec une aiguille qui a été placée dans une culture cellulaire, de bactéries ou de champignons. Et puis après, on prélève le sang au bout de quelques heures et on regarde ici dans cette expérience des bactéries qu'on a injectées et on voit apparaître une très forte activité antimicrobienne qui est ici, peu importe pour nous, qui est ici enregistrée avec un test de croissance antibactérienne tout à fait banal. Dans les insectes contrôle, il n'y avait rien. Alors c'était donc le début de nos travaux. On ne savait pas, je vous ai expliqué la question, la curiosité, mais il n'y avait pas de méthode expérimentale pour aborder ces questions. Alors on a démarré en nous disant que si effectivement cette réponse immunitaire est importante, antimicrobienne, on n'avait pas le droit de dire immunitaire à l'époque, antimicrobienne est importante, on devrait trouver qu'il y a des substances induites. Et là vous voyez effectivement il y a des substances induites, dont on connaissait bien sûr pas la nature. Alors nous avons posé 3 questions, mes collègues et moi. D'abord, quelle est la nature des molécules, des substances qui sont induites, qui pourraient expliquer cette résistance induite? Deuxièmement, comment nous soupçonnions qu'il s'agissait de petits peptides? Alors les peptides, c'est un chapelet d'acides aminés, il y a une vingtaine d'acides aminés, et le chapelet forme des peptides. Quand c'est très long, on parle de protéines. Alors, on s'est dit, on va essayer de cloner les gènes, d'identifier les gènes, et voir comment ils sont contrôlés au cours de cette réponse immunitaire. Et troisième question, comment l'insecte reconnaît-il qu'il y a une infection? Est-ce qu'il peut discriminer entre une infection fongique, une infection bactérienne, etc. Comment va-t-il réagir? Alors, maintenant je résume, parce que nous n'allons pas rester jusqu'à minuit, je résume plusieurs années de travail dans le laboratoire avec nos amis chimistes, et c'est là que j'ai une interface avec Hubert Vaudry aussi. On a donc tâché d'identifier les molécules qui étaient produites chez l'insecte que je vous ai montré et qui étaient sécrétées dans le sang. Alors laissez-moi
redire. Nous avons pu montrer, je parlerai dans un instant de ces molécules, nous avons pu montrer que toutes ces molécules sont produites dans le corps gras de l'insecte, qui est l'équivalent du foie de l'homme, à peu près, du foie des vertébrés. Donc des cellules spécialisées, qui d'ailleurs sont présentes dans l'ensemble du corps de l'insecte, produisent, suite à la piqûre que je vous ai montrée dans la précédente diapositive, toute une série, là j'ai marqué 7 familles de molécules, les prédominantes sont indiquées ici, qui sont sécrétées dans le sang, où elles atteignent des concentrations très importantes de l'ordre de 500 micromolaires. C'est très important. Alors, ces molécules, on les a identifiées. Alors, je n'irai pas avec vous à travers les noms, juste le mot de drosomycine qui est en haut à droite, que nous avons trouvé donc chez la drosophile, raison pour laquelle on l'appelait drosomycine, et qui récemment a été trouvé également sur la peau de l'homme par des collègues aux Pays-Bas. Et les autres molécules sont soit actives sur des bactéries à gram positifs, soit des bactéries à gram négatifs. C'est une distinction assez grossière qu'on fait entre les bactéries. Gram, c'est un monsieur un Danois qui avait mis au point un colorant. Alors certaines bactéries le retenaient, d'autres ne le retenaient pas. Enfin, il s'est avéré par la suite que c'est une distinction importante parce que la raison pour laquelle le colorant est retenu ou pas retenu tient à la structure de la paroi des bactéries et a un rôle important dans leur vie et dans leur lutte contre elles. Alors, donc vous avez des molécules ici, comme la sécropine, la tacine, drosocine, qui sont actives contre les bactéries à gram négatif, et d'autres, comme la drosomycine, qui est active contre les champignons, la metchnicovine, la défensine, contre des bactéries à gram positif. Alors, ceci répond à la première question, quelle est la nature des molécules? Bon, la liste s'est un peu allongée, déjà de notre laboratoire, il y a d'autres laboratoires qui ont contribué par la suite, et maintenant on arrive peut-être une quinzaine, selon les groupes d'insectes, de molécules, mais le principe est toujours le même. Elles sont induites après une blessure, septique ou pas. Elles sont maturées très rapidement dans le corps gras et sécrétées dans le sang où elles atteignent des concentrations très importantes. Alors aujourd'hui, je n'avance pas dans mon exposé, mais aujourd'hui, vous imaginez qu'on a les gènes de toutes ces molécules, on peut faire des animaux qui sont incapables de les produire. Et donc on a la preuve qu'elles jouent un rôle dans le développement de ces insectes, dans la réponse antimicrobienne. Alors, vient la deuxième question. Nous avons donc ici, nous sommes en présence d'un phénomène d'induction de substances, appelons ces substances antibiotiques. Des substances antibiotiques. Alors, comment les gènes qui codent, donc ce sont des chaînes d'acides aminés, donc des peptides, codés directement par des séquences nucléotidiques sur ce qu'on appelle les gènes, sur l'ADN. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais enfin, il y a quand même deux principes que j'aimerais vous expliquer. Comment avons-nous avancé à partir du moment où nous connaissions ces molécules? Ça vous montre aussi un peu comment la démarche scientifique s'est développée chez nous, chez d'autres. C'est une démarche qui est désormais classique. Nous avons cloné les gènes, nous avons cloné les parties en amont de ces gènes, et nous avons trouvé là-dedans ce qu'on appelle simplement, disons, des adresses de gènes pour des facteurs qui, en l'occurrence, sont des protéines transcriptionnelles. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'on entend par là? La partie jaune ici, c'est la séquence qui code pour notre peptide antimicrobien. Alors, dans les parties en amont, c'est-à-dire du côté droite, pour vous c'est gauche. Voilà. Alors là, ce qui est en couleur, je suis un peu daltonien en plus, en couleur ici, parme, bleu. Ce sont les séquences adresses. C'est-à-dire, il va y avoir des facteurs qui vont se fixer sur ces adresses et qui vont faire qu'à un moment donné, il y aura la transcription du gène et à partir de là, la production du peptide antimicrobien. Or, là, nous avions la chance que, de façon tout à fait indépendante, un laboratoire à Tübingen en Allemagne, dirigé par par Christian Nusslein-Vollard et Erich Fischhaus, qui ont eu le prix Nobel pour leurs travaux en 1995, ils avaient trouvé que dans le développement précoce de la drosophile, il y avait un facteur qui ressemblait à celui que nous cherchions, c'est-à-dire le facteur qui pourrait se fixer sur les sites que je vous ai indiqués là, les adresses. Ce facteur avait été trouvé aussi par David Baltimore,
chez donc David Baltimore, qui a travaillé sur le contrôle de gènes de l'immunoglobuline. Alors, je vous explique maintenant comment ces choses se passent. Voici David Baltimore, qui a eu le prix Nobel en 1996. Et David Baltimore et les travaux que je vous montre ici dans cette diapositive, c'est simplement pour vous donner une idée, comme si on travaille avec des Legos, pour que vous compreniez comment ça se passe, ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les systèmes. Donc, nous avons un gène. Le gène, il est calme, il ne fait rien. Il peut être transcrit, en une séquence qui va le mener à la synthèse du peptide. Et pour faire ça, il faut que quelqu'un vienne le stimuler. Ce quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un activateur transcriptionnel. Alors, cet activateur transcriptionnel, dans notre cas, de ce qui nous intéresse, a été nommé NF-κB. Dans un instant, je vous dirai pourquoi. Il est là en jaune et en bleu. Je vais voir si je peux... Vous voyez, hein? Est-ce qu'on peut peut-être baisser un peu la lumière? C'est possible? Est-ce qu'on... Voilà, c'est ça la Normandie, hein, c'est tout ou rien. Mais ça, on peut faire on peut couper si vous voulez un instant. On va couper, alors c'est peut-être trop noir, mais elles sont toutes en couleur et ça ressort peut-être mieux quand. Bon, enfin, si vous ne pouvez pas le faire, donc c'est pas la peine que on. Ah oui, vous voyez mieux? Oui, bon, alors vous voyez la partie NF-κB là, donc du côté, à nouveau du côté droit de l'image, et vous avez l'autre partie sur laquelle j'ai marqué I-κB. Et cet I-κB est un inhibiteur. Donc NF-κB, qui devrait aller activer notre gène, ne peut rien faire parce qu'il est bloqué dans la cellule par un inhibiteur. Alors ce qui fait maintenant la blessure, elle va stimuler un phénomène, peu importe, qui s'appelle phosphorylation, I-κB, qui va changer de conformation et qui va se détacher de NF-κB. Il se détache, du coup, celui-ci devient actif, il s'associe à une deuxième molécule, il va dans le noyau, et là, en bleu, vous voyez l'ADN, c'est-à-dire le support où se trouve notre gène, et il prend une forme, en l'occurrence, c'est comme un papillon, il se met autour, et tout le système va être activé. Alors, nous n'avons pas besoin ce soir de comprendre cela, mais c'est simplement pour vous illustrer comment travaillent les biologistes, et comment on peut aller d'une question, à un moment donné, jusqu'à une réponse. Alors, nous avons pu faire toute une série de manipulations sur nos mouches que nous avions infectées, et nous sommes posé la question, est-ce que NF-κB est impliqué, ce transactivateur qui joue un rôle, comme Baltimore l'avait montré brièvement, dans la réponse immunitaire? Est-ce qu'ici, il y a un rôle dans la réponse immunitaire? Alors, nous avons pu montrer qu'en fait, il y a deux membres de ce NF-κB qui agissent. Il y a deux voies de signalisation distinctes. Alors, à gauche, il y a celle qui est induite par les champignons et les bactéries. Tout ceci aboutit toujours à la synthèse, à l'activation de NF-κB que vous voyez, qui va aller dans le noyau se fixer à l'adresse. Donc, on simplifie et dire que NF-κB ici, c'est le facteur. Il va aller rechercher l'adresse dans le noyau et il va faire son action. Alors, là, je vous ai marqué en grand TOL. Et TOL, pourquoi? Dans le travail de Nusslein-Vollard, que j'ai déjà mentionné, elle avait observé que dans le développement embryonnaire précoce, dans la mise en place de l'axe torso-ventral, il y avait un gène qui donnait un phénotype, donc une apparence tout à fait bizarre aux embryons quand on l'avait éliminé. Et cet aspect bizarre, en allemand, elle l'appelait TOL. Et ce mot est resté du développement embryonnaire. Et nous avons trouvé que cette molécule, cette substance, était également impliquée dans la réponse immunitaire, pas seulement développementale. Nous avons trouvé qu'il y avait une deuxième voie, que nous avons alors appelée IMD pour Immune Deficiency, et qui donc est activée également par des bactéries, mais cette fois-ci des bactéries à Gram négatif, qui agit aussi par NF-κB, cette fois-ci c'est un autre membre de la famille. Il y en a 3 chez la drosophile. Pour les bons élèves qui prennent des notes, est-ce que ça suffit, la lumière, là? Ça va ou je redemande Non? C'est bon? Bon. On fait un référendum? Comme pour... On reste dans l'obscurantisme ou on... Je fais mon possible pour me battre contre l'obscurantisme. Mais vous êtes journaliste, comment vous interprétez la réponse de la salle? C'est oui ou non? Pour l'instant, comme il n'y a pas de manifestation, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce soir, dans cette salle. Voilà, je considère que les choses vont. Alors, on peut dire que la salle est en marche.
Voilà. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. alors donc, simplement, on va résumer ceci maintenant. Pas compliquer les choses. On va résumer en disant que on a trouvé qu'effectivement, le facteur NF-kappa-B, alors NF-kappa-B, NF c'est nucléaire factor, hein, et kappa-B parce qu'il a été trouvé dans des lymphomes de cellules B. Alors ce facteur, donc, dont on savait qu'il jouait un rôle chez l'homme, ce facteur joue aussi un rôle chez la drosophile, mais dans des conditions tout à fait particulières qu'on a pu décrypter. Alors, ce qui compliquait un peu les choses, on a vu qu'il y a au moins 2 voies qui le font. Finalement, on n'a jamais pu trouver de 3e voie. Il y a 2 voies. L'une activée par les champignons, l'autre par des bactéries. Alors, soit bactéries à gram positif du côté TOL, soit bactéries à gram négatif du côté IMD. Alors, nous avons à ce moment-là publié de façon prudente ces résultats en montrant ici une mouche qui a été infectée par Aspergillus, un champignon, et qui était déficiente pour le membre TOL que j'avais mis en évidence dans la voie de tout à l'heure. C'est un travail qui a été signé en premier auteur par Bruno Lemaître, il y a Jean-Marc Reichart et moi-même et des étudiants de thèse. Alors ce travail avait une répercussion très importante, je vous dirai dans un instant pourquoi. Mais je vous dis également, je vous montre aussi un aspect beaucoup plus simple, c'est-à-dire on regarde la survie de mouches. Alors à gauche, vous avez la survie de mouches qui ont été infectées par un champignon, dans un contexte où la fameuse voie TOL, qui implique TOL, a été mutée. Et vous voyez que les mouches, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle les mouches sauvages, c'est-à-dire celles qui sont normales en l'occurrence, qu'elles survivent relativement bien jusqu'à un certain moment, alors que les mouches mutantes, au bout de 2 jours, la moitié déjà sont mortes. Et quand nous faisons l'autre expérience sur des mutants de l'autre voie, que je vous ai montré il y a un instant, vous voyez que là, effectivement, si nous mutons cette voie, si elle n'est plus efficace, la moitié, enfin très rapidement, les mouches meurent dans le cas d'une infection par une bactérie à gram négatif. En d'autres mots, ce que ceci nous dit, c'est que effectivement, vous avez des adresses qui peuvent fixer le facteur NF-kappa-B, qui existent chez les vertébrés comme chez l'insecte, et si on mute ces sites, il n'y a plus de réponse immunitaire. Et si on mute les facteurs NF-kappa-B de part et d'autre, nous n'avons plus de réponse immunitaire. Donc nous avons 2 voies qui contrôlent l'expression des peptides antimicrobiens qui, eux, vont contrôler la résistance aux infections. Ces 2 voies sont sous le contrôle toutes les 2 du même facteur activateur transcriptionnel, NF-kappa-B, 2 formes légèrement différentes, mais peu importe pour nous, et sont vitales pour la survie. Bon, c'était donc une première étape importante. Alors, nous avons été plus loin, et là je serai très bref, simplement, c'est pour vous montrer qu'on a pu décrypter cet ensemble des phénomènes qui vont des champignons jusqu'à l'activation de la cellule qui va répondre par le biais de NF-kappa-B. Et nous avons montré que dans le cas des champignons, ce sont les bêta-glucans qui activent une cascade protéolytique d'amplification. Et finalement, donc on a l'activation de la molécule TOL dont je vous ai déjà parlé, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Dans le cas des bactéries à gram positif, on a trouvé que c'était une substance dans le sang qui répondait au peptoglycan qui est présent sur toutes les bactéries, particulièrement ces bactéries à gram positif, qui activent également le système NF-kappa-B. Et finalement, nous avons trouvé que dans le cas de l'infection à gram négatif, nous avons pu identifier le récepteur qui, cette fois-ci, se trouve sur la membrane de la cellule, activé également par du peptidoglycan. Alors, donc ceci, je passe très rapidement là-dessus. Je voudrais simplement vous dire que maintenant, globalement, ceci est compris. Et depuis, ça fait plusieurs années que c'est compris. Et nous allons maintenant faire un saut et dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là dans le domaine des mammifères. Alors maintenant, des insectes aux mammifères. Alors, une première observation, c'est que donc, chez les mammifères, en parallèle aux travaux que nous avons menés chez la drosophile, des collègues, essentiellement ici en l'occurrence à Los Angeles, ont trouvé que l'homme, nous-mêmes, nous avons une femme, nous produisons des peptides antimicrobiens conceptuellement très proches, même certains structurellement très proches, comme les défensines, drosomycines, etc. Je n'insisterai pas là-dessus. Mais première chose, effectivement, la production de peptides antimicrobiens est commune aux insectes et aux mammifères. Alors, arrivé à ce moment-là, nous savions qu'à NF-kappa-B, nous n'avions pas totalement encore la démonstration, mais que NF-kappa-B était impliqué. Donc ce fameux facteur
dont je vous parle depuis 10 minutes maintenant. Et nous savions qu'il était impliqué chez les insectes, impliqué chez les mammifères, donc chez la souris et chez l'homme. Alors, nous avons fait le joint et à ce moment-là, j'avais organisé à Versailles, en septembre 1993, ce qui fut véritablement la première conférence internationale qui porte spécifiquement sur l'immunité innée invertébrée et vertébrée. Je vous montre juste quelques grands acteurs. Charlie Janaway, qui avait défendu une hypothèse que je vous présente dans la prochaine diapositive, qui était professeur à Yale, et Alan Ezekowitz, qui était professeur à Harvard, avec qui on collaborait aussi à ce moment-là. Bob Lehrer, c'est celui qui a trouvé les peptides chez l'homme, que je vous ai montré il y a un instant, et Hans Baumann, qui avait trouvé le premier peptide antimicrobien chez un papillon. Ma secrétaire tient que je mette toujours mon nom là-dessus aussi. Alors, je dis pourquoi? Elle dit parce que vous avez changé. Les gens ne vous reconnaîtront pas. Alors, on peut pas mettre ça au vote, à quel point j'ai changé. Voilà. Alors, donc, à partir de ce moment-là, on a dit, et c'est ça qui a été finalement, comment dire, c'était véritablement un tournant. Je dirais, je ne dirais pas de façon prétentieuse dans le domaine, encore que si, mais en tout cas un tournant pour nous et pour notre laboratoire. Parce qu'à ce moment-là, nous avons mis sur pied un programme de recherche internationale avec Janaway et Ezekowitz, que je vous ai présenté sur cette diapositive, et qui a duré avec Ezekowitz. Nous sommes toujours en contact. Janaway est malheureusement mort il y a une dizaine d'années. Et alors, on s'est dit, on va essayer de comprendre comment ces choses se présentent chez l'homme par rapport à, ou la souris par rapport aux insectes. Alors, nous avons ici, je vous montre ici Ralph Steinman, qui était lauréat du prix Nobel dont on a parlé tout à l'heure avec Bruce Beutler et moi. Et donc, à l'époque, l'idée était la suivante. L'immunité adaptative, les lymphocytes nécessitent un signal qui doit venir de l'immunité innée. C'est ce que pensaient Janaway et Steinman. Ce signal va dire il y a une infection qui est en route, il faut que véritablement les lymphocytes commencent rapidement à se différencier. Alors ce signal, comment il vient par un récepteur hypothétique qui n'était pas connu. Donc vous avez des fragments microbiens, des fragments qui sortent de la phagocytose quand une bactérie a été avalée et qui vont activer NF-κB. On était tous d'accord là-dessus. NF-κB est requis. Et à ce moment-là, il y a les gènes de la réponse immunitaire innée qui sont activés, notamment ceux qui codent pour les peptides antimicrobiens, à la fois chez la souris et chez la drosophile. Et ensuite, on va vers l'activation de l'immunité adaptative par l'immunité innée. Et c'est ça le point central que nous cherchions. On cherchait à comprendre comment ceci pouvait se présenter. Alors, se greffe là-dessus trois choses importantes. C'est-à-dire l'activation du lymphocyte nécessite trois signaux. Le premier est évidemment la présentation de l'antigène, c'est-à-dire de la substance qui va induire, qui va activer le lymphocyte. Le deuxième, c'est la co-stimulation. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Le troisième, c'est la production de cytokines, qui sont des molécules de signalisation de la réponse immunitaire. Alors, tout ceci restait bloqué par le fait qu'on ne connaissait pas le récepteur hypothétique. Et ce récepteur hypothétique, vous voyez bien, il est en haut de la chaîne. C'est lui qui fait le joint entre les bactéries et toute la séquence qui suit par NF-κB, l'activation, enfin la synthèse d'abord des peptides antimicrobiens directement, et d'autre part l'activation des molécules, l'activation pardon, des cellules du système immunitaire adaptatif, qui est celui qui nous intéresse beaucoup, nous en tant qu'humains. Alors, l'année après notre découverte, Charlie Janaway, avec qui nous avions un contrat frontière humaine, Charlie Janaway a fait chez la souris, ils ont fait ce qu'on appelle le clonage par homologie. Ils ont trouvé que la souris et ensuite que l'homme, dans les cellules culture de cellules de l'homme, ils ont trouvé qu'il y avait des molécules du type de Toll dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Alors, nos travaux avaient montré que Toll était impliqué de façon importante dans la réponse immunitaire innée de la drosophile en réponse à une infection fongique et une infection à bactéries. Et lui a trouvé qu'il y avait une situation semblable chez la souris et chez l'homme. Et Bruce Beutler, qui montrait ici, avec qui donc Janaway est mort il y a 14 ans, et Bruce Beutler, avec qui on collabore toujours, lui est parti d'une approche totalement différente la même année. Je n'aurai pas le temps d'aller là-dedans dans cette approche, mais il a trouvé également que chez la souris,
il y avait des récepteurs du type TOL et qui jouent un rôle important dans la réponse antimicrobienne. Alors du coup, on avait, dans la communauté cette fois-ci, on avait une façon d'aborder les questions et de dire, mais alors combien de TOL y a-t-il chez la souris? Chez l'insecte, il y en a 9, mais je n'aurai pas le temps d'insister là-dessus. Chez l'insecte, il y a un seul des 9 TOL qui joue un rôle dans la réponse immunitaire. Chez l'homme, il y a une douzaine. Et alors, grâce aux travaux de Shizuo Akira, qui est montré ici, qui est toujours en bonne forme et que je rentrerai le mois prochain, en Chine, on a trouvé qu'il y avait une douzaine de récepteurs. Ils sont représentés ici, ils sont sur la membrane de la cellule et ils font ce qu'on appelle une espèce de scan. Ils regardent à l'extérieur tout ce qui peut être microbien, ils réagissent avec ça. Alors, ils réagissent avec les lipopeptides, avec les peptoglandes. C'est toujours des petites molécules qui sont caractéristiques des agents microbiens. Alors, vous avez dans l'endosome, ça nous prend un peu loin, dans l'endosome, il y a une reconnaissance des séquences nucléotidiques, mais nous allons passer là-dessus. Alors, le résultat de cette reconnaissance, de cette, si vous voulez, de cette fixation de ces ligands, de ces substances microbiennes à ces récepteurs TOL, va induire, par des protéines adaptatrices, je saute aussi, l'activation de NF-κB. On retombe sur nos pieds. IRF, ce n'est pas chez la drosophile, mais c'est chez les mammifères. Alors, je n'insiste pas. Et résultat, évidemment, synthèse de peptides antimicrobiens et activation de la réponse adaptative. Alors voilà la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Donc nous avons des récepteurs chez la souris et chez l'homme, une douzaine de récepteurs TOL. Alors on les appelle chez les mammifères, on ne les appelle pas TOL, c'est le nom d'origine chez la drosophile, on les appelle TOL-like receptors. Une douzaine qui reconnaissent, donc qui peuvent reconnaître l'agression microbienne en se tournant vers l'extérieur de la cellule, en voyant ce qui apparaît dans la cellule comme signal d'une présence d'une bactérie ou d'un champignon. Et en réponse, vont faire la synthèse, vont diriger la synthèse de peptides antimicrobiens ou l'activation de la réponse adaptative. Alors, ceci a été véritablement un changement important dans la communauté parce qu'à partir de moment, alors là, nous étions plusieurs laboratoires à travailler là-dessus. Donc, au niveau drosophile, c'était notre laboratoire. Au niveau mammifère, c'était à l'origine les gens que j'ai cités, dont j'ai montré la photo tout à l'heure. Et alors, c'est devenu un des thèmes de recherche extrêmement importants. Et je vais essayer en 2 ou 3 images ce que ça a permis de faire et ce que ça permet encore aujourd'hui de faire. Alors, les Toll-like receptors, je donne ici des implications dans les défenses et les potentiels en thérapie. Alors, les Toll-like receptors, les TLR, disons, donc chez les mammifères, là je parle des mammifères, les thérapies, je parle des mammifères. Nous ne sommes pas au stade encore que nous voulons sauver les maladies chez les drosophiles. Alors, les TLR sont, donc on les a trouvés pour le rôle dans les infections, et effectivement c'est important, mais également dans les inflammations. Alors, dans les inflammations, il y a des inflammations qu'on appelle stériles, c'est-à-dire, vous savez tous, on se cogne la jambe, il n'y a pas d'infection nécessairement, il n'y a pas de blessure, mais il y a une forte inflammation, rougeur, etc. C'est ce qu'on appelle l'inflammation stérile. Et dans ce cas d'inflammation stérile, les récepteurs TOL jouent un rôle capital. Et également dans la vaccination, notamment les adjuvants, certains des adjuvants, pas tous, mais certains des adjuvants agissent par le biais des récepteurs TOL. Dans l'auto-immunité, l'auto-immunité joue un rôle capital, les TLR jouent un rôle capital dans l'auto-immunité. Dans l'immunothérapie également, et tout à l'heure j'ai une diapositive, je vais vous montrer, parce que c'est un des domaines qui avance le plus actuellement, je vais vous montrer ce qu'on veut dire par là, l'immunothérapie. Dans le système nerveux, alors là c'est une des grandes énigmes, nous savons aujourd'hui que les TLR sont exprimés dans toutes les cellules, tous les types cellulaires du cerveau, mais on ne connaît pas leur fonction actuelle. Alors, évidemment, dans les cellules gliales, ce qu'on appelle les cellules gliales, ce sont des cellules qui interviennent dans la réaction immunitaire contre les virus, par exemple, ou contre des bactéries, si elles arrivent à passer dans le cerveau, ce qui est exceptionnel. Mais on n'a pas aujourd'hui la réponse, on ne connaît pas la fonction de ces molécules, pourquoi sont-elles présentes, qu'est-ce qu'elles font. Alors, c'est encore un grand avenir. Bon, on pense qu'elles jouent aussi un rôle, elles sont activées par des protéines dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais tout ça reste encore à l'étude, c'est spéculatif. Et ensuite, elles jouent un rôle important dans le rein. Tous les types cellulaires de notre rein expriment des TLR et jouent un rôle, alors immunitaire certes pour enlever des complexes humains qui ont été formés dans le sang,
etc. Mais globalement, la fonction dans le rein n'est pas bien connue actuellement. Donc vous voyez, nous sommes ici à la... Alors il y a, sur ces questions-là, il y a maintenant de nombreuses entreprises ou start-up, comme on dit, qui se sont lancées, au moins une quarantaine, et qui essaient d'explorer ceci, donc surtout évidemment chez les mammifères, sur des cellules de mammifères, sur la souris, chez l'homme, etc. Et donc c'est tout un domaine où on peut espérer beaucoup de ruptures en thérapie dans les années à venir. Alors, je profite de ce moment, si le temps, je vais juste très brièvement vous dire, parce que moi je suis un peu fasciné, comme beaucoup d'entre vous certainement, par l'immunothérapie dans le cancer. Et il y avait quand je suis venu de Paris tout à l'heure, j'ai acheté le journal The Economist britannique, et ils ont dit le titre principal c'est les nouvelles thérapies contre le cancer. Alors, juste pour vous montrer comment ces choses sont reliées. Et donc, effectivement, je vous montre ici une cellule dendritique, c'est les cellules que je vous ai montrées tout à l'heure à côté de M. Steinman, souvenez-vous, qui ont ces récepteurs hypothétiques que nous connaissons. Nous savons maintenant que ces récepteurs hypothétiques sont les TLR. Alors voici maintenant, mais pas récepteur hypothétique, mais TLR, qui réagit avec différentes substances qui peuvent le stimuler. De façon le plus classique, évidemment, ce serait des déterminants microbiens. Ensuite, activation de NF-κB. Alors, j'ai mis en dessous de cellules dendritiques, j'aurais pu mettre toutes les cellules présentatrices d'antigènes. On va mettre ici cellules tumorales. Alors, en face, on a un lymphocyte. Et le lymphocyte dont je parle ici, c'est le lymphocyte cytotoxique. Donc il y a le lymphocyte T cytotoxique qui va tuer, qui pourra tuer la cellule tumorale en face de lui. Alors pour ce faire, évidemment, il faut qu'il reconnaisse quelque chose sur cette cellule. Et cette quelque chose c'est en général, en vert ici, c'est un peptide. Ça peut être un peptide qui provient là maintenant de ce qui a été avalé par le phagosome ou par la phagocytose et qui est présenté par MHC, peu importe, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. En face, il y a le récepteur de cellule T. Alors normalement, ce qui se passe, et c'est un phénomène très général, ce qui se passe, c'est que quand il y a un peptide qui est présent dans l'organisme, il peut déclencher une activation des lymphocytes T par le biais qui est montré sur la partie gauche de la cellule, et le lymphocyte va tuer la cellule en face si elle est une infection virale ou si elle est tumorale, etc. Donc, la question qui s'est posée pendant plus d'un siècle était pourquoi le système immunitaire ne reconnaît-il pas les cellules cancéreuses? Alors la réponse est venue finalement depuis les années 80 seulement. En fait, il reconnaît, mais il y a dans ce système que vous voyez ici, il y a un frein. Et ce frein, c'est ce qu'on appelle les molécules d'inhibition. Alors, on ne va pas entrer dans le terme de ces molécules, on ne va pas les nommer. Bon. Mais il y a des molécules, donc des récepteurs que vous voyez sur la cellule du lymphocyte et sur la cellule cancéreuse. En l'occurrence, on a choisi une cellule cancéreuse. Donc, le lymphocyte qui peut tuer la cellule cancéreuse par la perforine, par exemple, ce lymphocyte, il est activé, certes, mais modérément parce qu'il y a toujours ce système de blocage. Il y a un deuxième système de blocage qui était, alors ce sont des découvertes relativement récentes, de la décennie précédente, un deuxième système de blocage qui est indiqué ici, PD pour programme def, qui lui aussi bloque. Alors, en fait, pourquoi est-ce que la nature a inventé ça? Parce que les lymphocytes, s'il n'y a pas de système de freinage, les lymphocytes vont réagir vis-à-vis de toutes les protéines du corps, de notre propre corps. Et il y aura façon permanente une auto-immunité. Alors il y a certes le phénomène de tolérisation, enfin ça nous amènerait trop loin. Beaucoup de ces molécules, beaucoup de ces substances qui sont propres à nous ont été déjà criblées par le système immunitaire pour ne pas induire une auto-immunité. Mais les cellules cancéreuses sont compliquées. Les cellules cancéreuses ont compris que donc, dans le système, pour freiner les lymphocytes, il y a ces systèmes de frein. On appelle ça par le nom anglais checkpoint. Et donc ces substances que vous voyez ici sont des checkpoints, des inhibitors. Et alors, donc la question que les scientifiques sont posées, alors ça n'a rien à voir avec
la drosophile. Le système n'existe pas chez la drosophile. Les questions qui sont posées est celle, mais comment est-ce qu'on ne peut pas interagir et enlever le frein? Et ça, plusieurs personnes l'ont réussi, notamment Jim Allison, qui sera certainement un des prochains lauréats du prix Nobel. Jim Allison l'a fait en faisant des anticorps monoclonaux contre ces molécules qui freinent, qui permettent à la cellule tumorale de freiner les lymphocytes. Et il y a des résultats spectaculaires qui ont été obtenus donc récemment, notamment au niveau du mélanome, avec de réelles survies dans des situations qui étaient désespérées. Et ça commence à s'étendre à toute une série de cancers. Et c'est certainement une des actions les plus intéressantes pour les années à venir. C'est pour ça que je voulais vous signaler ça, que surtout la dépendance du système des TLR. Alors, maintenant, je voudrais juste dire un mot, la détection d'agents infectieux. Alors, il y a les récepteurs TOL, mais c'est juste pour avoir la conscience tranquille. Ils criblent tout ce qui est à l'extérieur des cellules. Il y a aussi des lectines, il n'y en a que 2, mais je prends ici tout ce qui active NF-κB, notre fameux facteur du début de la séance. Mais à l'intérieur de la cellule, il peut y avoir également toute une série d'agents, soit microbiens, ils vont échapper au TLR, ou alors des séquences nucléotidiques virales. S'ils sont à l'intérieur de la cellule, ce qui est le cas des virus, obligatoirement, à ce moment-là, ils échappent à la reconnaissance. Alors là, il y a d'autres systèmes. Passons par les noms, nous n'avons plus le temps. Il y a des récepteurs NOT, il y a les récepteurs RIC. Alors les NOT reconnaissent toute une série d'activateurs de l'inflammation. Il y en a 23 chez l'homme. Les RIC reconnaissent des séquences nucléotidiques de type ARN. Ce n'est pas important pour nous en ce moment. Et ensuite, tout récemment, on a découvert ce qui reconnaît l'ADN dans le cytoplasme. Alors ce que je vais juste vous montrer là, c'est que ce système est relativement bien compris et permet de comprendre l'expression des gènes limités innés d'un côté et l'activation de l'immunité adaptative de l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est que les insectes, enfin la drosophile en tout cas, n'ont pas les récepteurs NOT et n'ont pas les récepteurs RIG, mais un équivalent, je reviendrai dans un instant, et probablement aussi SEGAS, pour la reconnaissance des acides désoxyribonucléotidiques. Alors, le message de cette diapositive, c'est le suivant. Alors, nous avons donc maintenant, nous comprenons des choses qui n'étaient pas comprises évidemment il y a quelques dizaines d'années. On comprend que dans une infection, nous avons des récepteurs qui vont reconnaître les agents infectieux. Les plus communs sont sur les cellules, à l'extérieur des cellules, c'est en contact avec le sang et la lymphe. Mais il y en a aussi au sein de la cellule, au sein même. Et vous voyez qu'ici, nous avons en tout, si on les additionne, il y en a une 50aine. Et c'est difficile, et elles reconnaissent, et c'est ça le point essentiel, elles reconnaissent surtout des motifs communs aux microbes, et qui sont normalement pas vraiment présents en conditions naturelles, normalement pas présents chez les mammifères, sauf s'il y a une blessure, etc. Alors je saute sur la drosophile parce que ça nous fait trop. Et je vais terminer maintenant par quelques considérations phylogénétiques et ensuite tirer quelques conclusions. Alors évidemment, ce qui était pour nous, alors surtout pour moi, si je peux dire personnellement, en tant qu'ancien zoologiste venant d'un institut de zoologie, et ne pensons pas du tout un jour à me mêler à la cour des immunologistes de mammifères, des médecins, ce qui fut ahurissant, c'est de voir qu'en fait, ce qu'on trouvait chez l'insecte avait une contrepartie chez la souris et chez l'homme. Et alors, c'était une période, quand on a fait ces travaux, une période où on pouvait travailler plus vite chez les insectes, chez la drosophile, parce que la génétique permettait d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, faire une mutation de drosophile, ça allait assez rapidement. Faire ce qu'on appelle un knockout pour enlever un gène chez la souris, à l'époque, ça prenait à peu près 2 ans. Alors, ça nous donnait, dans la communauté des gens avec qui on collaborait, ça donnait un avantage au modèle drosophile. Alors, donc la première surprise fut de voir que tout ceci était hautement conservé. Et alors, je ne vous ai pas parlé de ce qu'on appelle les voies de signalisation intracellulaires. Ça nous aurait pris beaucoup trop loin, mais on les connaît bien maintenant. Et donc, la question, quand posée souvent, que nous nous posions et qu'on me posait au début quand je faisais ces séminaires, mais la drosophile et la souris n'ont pas d'ancêtre, l'une ne vient pas de l'autre. Quand est-ce que ce système est apparu? Et alors, c'est donc ce qu'on appelle la phylogénèse. Et je vous montre ici très brièvement maintenant la voie TOL, c'est-à-dire celle qui va des champignons jusqu'à l'activation de NF-κB.
et de l'autre côté, la voie IMD, celle qui va des bactéries gram négatifs jusqu'à l'activation d'un NF-kappa B. Les molécules qui en sortent en bas sont légèrement différentes. Vous vous souvenez des toutes premières diapositives quand je vous ai parlé de tous les peptides antimicrobiens. Vous voyez, alors je ne vais pas, comme le temps nous manque, je ne vais pas vous parler de ce qui est adaptateur, de ce qui est kinase, etc. Mais enfin, le concept est le même, c'est interaction avec un récepteur qui est au niveau de la membrane, activation d'une cascade où à peu près toutes les molécules sont similaires, sinon homologues dans ces cascades. Il y en a beaucoup, hein. On en connaît au moins de chaque côté une vingtaine. Mais nous n'avons évidemment pas le temps ici de parler de ça. Et puis, finalement, ce n'est pas important pour nous ce soir. Et le résultat final, c'est l'activation de notre fameux facteur NF-kappa B qui va agir sur la transcription des gènes de la réponse, des gènes qui codent pour les molécules qui sont réellement effectrices dans la réponse. Alors, regardons maintenant pour la voie TLR, TNF. Vous voyez ici, c'est les deux autres voies dont je vous ai parlé. TLR donc chez les mammifères et TNF chez les mammifères. Et vous voyez à ce moment-là que également à ce niveau-là, nous avons les voies, c'est toujours le même concept, interaction avec un récepteur transmembranaire, des adaptateurs, ensuite des phosphorylations, on aboutit à NF-kappa B. C'est-à-dire ce principe que j'ai montré dans les toutes premières diapositives, eh bien, il est présent dans tous ces groupes. Et bien plus important, maintenant on va aller plus loin, des travaux dans d'autres laboratoires. Vous savez, aujourd'hui on dispose de la séquence du génome complet de pratiquement 10 000 espèces. À l'époque, la drosophile, l'homme et la drosophile étaient les premiers où le génome avait été entièrement séquencé. Alors maintenant qu'on dispose de la séquence, les anémones de mer, par exemple, vous voyez, ont exactement la même situation. Les vers, les crustacés, la drosophile, bien entendu, on en a parlé, l'amphioxus. On pourrait même dire que la drosophile est plus simple que l'anémone de mer, parce que la drosophile a perdu au cours de son évolution un certain nombre de ces gènes dont elle n'avait pas besoin. Et finalement, vers 450 millions d'années, donc à l'époque des grands poissons cartilagineux dans les mers de cette période, c'est dans les poissons, de ces poissons est apparue la réponse adaptative, et qui est celle des vertébrés. Et la figure de la vertébrée a été choisie par ma secrétaire. Je suis innocent ici. Et les vertébrés qui représentent 5%, et chez lesquels on a à la fois l'immunité innée et l'immunité adaptative. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, dans les lymphocytes est apparu le système qui permet la mémoire, qui permet cet immense répertoire de récepteurs. Alors, quelques conclusions maintenant. Je vais essayer en quelques mots de résumer ceci et d'être simple. Et de vous montrer surtout ce qui était nouveau, ce qui était intéressant pour la communauté. Alors, notre compréhension, je commence par notre compréhension des défenses antimicrobiennes a connu une véritable révolution au cours des 40 dernières années. L'analyse de l'immunité adaptative, pour l'essentiel basée sur les lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs, certains types de globules blancs, lymphocyte B, lymphocyte T, a fait des progrès spectaculaires, en particulier pendant la deuxième moitié du XXe siècle. L'immunité innée fut peu étudiée au cours du XXe siècle, et ce n'est donc que récemment que ces caractéristiques furent comprises, et notamment son efficacité et sa sophistication. Progrès dans le domaine de l'immunité adaptative, donc celle qui nous caractérise, et surtout, les progrès ont surtout porté sur la caractérisation des récepteurs des lymphocytes B et T. C'est-à-dire ces lymphocytes réagissent quand le récepteur reconnaît quelque chose qu'on va appeler un antigène, ce qu'on appelle l'antigène depuis un siècle, donc reconnaissent un antigène. Or, ces récepteurs, et c'est ça un des grands points qu'il faut qu'on retienne, sont extrêmement nombreux, sont formés, donc la caractérisation des récepteurs et l'analyse des mécanismes qui sous-tendent la génération de leur immense diversité, c'est-à-dire le mécanisme connu maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est le réarrangement de fragments de gènes et l'hypermutation somatique. Alors ça nous prendrait trop loin pour expliquer ça, peut-être tout à l'heure autour d'un café ou d'un verre de vin, ça dépend. Je pourrais vous expliquer, mais enfin ce sont des choses qui sont très bien connues, que maintenant on enseigne même au lycée. Et donc il y a ce que nous devons retenir ce soir dans une ambiance un peu plus générale, c'est que ceci peut donner des millions de récepteurs différents, et chaque lymphocyte va avoir un récepteur différent. Ce qui fait qu'en ce moment, nous avons
des millions, chacun d'entre nous a des millions de récepteurs, tous différents. Aucun récepteur de lymphocyte ne sera le même, celui de son voisin. Alors, c'est un répertoire immense avec, évidemment, le grand danger de l'auto-immunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par une erreur quelque part, on reconnaisse nos propres protéines. Alors, donc c'était ça les grands progrès, les progrès que je mets en avant ce soir. Donc c'est la compréhension de la diversité des récepteurs, d'abord de leur structure et de leur diversité. Les progrès des études de l'immunité innée ont surtout porté également sur la caractérisation de leurs récepteurs, de leur nombre et de leur fonction. Mais, contrairement au milieu de millions de récepteurs que peut produire le système immunitaire adaptatif d'un seul individu, un million de récepteurs, un seul individu, récepteurs différents, hein, le système immunitaire inné présente un nombre limité, de l'ordre de 100, peut-être 200 par individu, de récepteurs qui sont codés par le génome. Il n'y a pas de réarrangement de fragments, donc il n'y a pas cette diversité. Donc, c'est le point essentiel à retenir de ceci. Nous avons d'un côté un nombre restreint de récepteurs, mais qui reconnaît des motifs qui sont hautement conservés au cours de l'évolution. Les peptidoglycanes, les lipopeptides que nous trouvons aujourd'hui existaient il y a 2 milliards d'années, déjà chez les premiers prokaryotes. Et alors, donc l'énorme intérêt de ceci, c'est que l'immunité innée va reconnaître ceci et va se mettre en route, et elle est extrêmement efficace, on dira dans un instant. Et ce n'est que si, effectivement, on n'arrive pas au bout de l'infection avec l'immunité innée, que le système immunitaire inné va activer le système adaptatif qui, lui, alors, viendra au bout. Alors, par-dessus tout, il est désormais établi que l'immunité innée joue un rôle primordial dans l'activation de l'immunité adaptative. C'est ça donc que je vous ai dit à plusieurs reprises. Donc, immunité innée, première ligne de défense, qui va s'occuper de la plupart des germes qui viennent, et en même temps activer l'autre immunité, qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus, je ne dirais pas plus puissante, mais qui a une mémoire, qui permet d'avoir une mémoire. Alors, par ailleurs, nous savons désormais, je touche à la fin là, que l'immunité innée est responsable à 100% des défenses antimicrobiennes de tous les invertébrés, c'est-à-dire, je l'ai dit au début, 95% des espèces animales actuellement sur Terre ne disposent que de l'immunité innée. Ils ont en face d'eux des milliards de bactéries, en tout cas des centaines de millions d'espèces estimées de bactéries. Alors je ne parle pas des les champignons pratiquement autant, et les virus, c'est difficile à imaginer. Et alors j'ai rajouté probablement 80% de nos propres défenses. C'est-à-dire que 80% de notre propre réaction vis-à-vis des microbes est basée simplement sur l'immunité innée. C'est-à-dire, c'est effectivement, vous imaginez, je prends toujours cet exemple, il est peut-être faux, mais vous faites un voyage autour de la Terre, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous par la force des choses. Vous voyez des gens au Japon, vous voyez des gens ensuite, etc. Et alors vous serrez des mains, vous n'embrassez pas. En tout cas, moi, je ne fais jamais ça. Mais donc à ce moment-là, il y a toute une série de germes qui sont en face de vous et vous ne tombez pas malade, exceptionnellement seulement. Et vous imaginez aussi, entre-temps, que l'immunité adaptative n'arrive pas à se mettre en route parce qu'il faut 5 à 7 jours, et là, vous avez déjà changé de continent. Alors, enfin, il apparaît qu'un faible nombre d'espèces microbiennes seulement arrivent à échapper aux défenses immunitaires innées. Dans notre cas, un faible nombre. Alors, il y a des estimations, je vous les donne pour ce qu'elles sont, ça ne vient pas de moi. Une 50aine d'espèces bactériennes sur les millions d'espèces bactériennes, une dizaine d'espèces fongiques, à nouveau c'est des millions d'espèces existantes, peut-être 200 virus, ce chiffre je n'en suis pas sûr, présentent un véritable danger pour l'homme. Ce sont les espèces que nous appelons pathogènes et dont nous venons à bout grâce à l'immunité adaptative qui aura été, comme on l'a vu, activée par l'immunité innée. C'est-à-dire, et ce sera mon dernier mot là-dessus avant les remerciements, l'immunité innée est en fait celle qui dit à l'immunité adaptative, il faut se mettre en route, il y a une infection grave, elle l'a signalée avec son nombre restreint de récepteurs, mais qui savent distinguer entre ce qui est bactérie et pas, entre ce qui est danger et pas. Et ensuite, l'immunité adaptative se met en route. Alors, les remerciements. D'abord, évidemment, l'immunité innée a été découverte par Elie Metchnikov et Laya Metchnikov, qui travaillait à la fin de sa vie, il était russe d'origine, il travaillait à la fin de sa vie à l'Institut Pasteur. Et l'immunité adaptative, les principes de l'immunité adaptative ont été
découvert par Paul Ehrlich, qui qui a fait de très très beaux travaux sur l'immunité, sur les anticorps, l'idée des anticorps, etc. Les deux n'étaient pas d'accord pour... Alors c'est comme souvent en science, à l'époque, aujourd'hui tout est clair en science, on s'aime tous les uns les autres, mais Metchnikov disait que l'immunité, c'est l'immunité innée, le reste c'est rien. Et Ehrlich disait l'immunité, ben, c'est les anticorps, l'immunité innée n'a aucun intérêt. Et le comité Nobel, dans sa sagesse, a donné le prix Nobel aux deux. Il a partagé le prix Nobel entre les deux. Et ils étaient malheureux tous les deux. Et Metchnikov n'est même pas allé à Stockholm pour prendre pour le jour de la remise des prix. Il est allé quelques mois plus tard. Et Paul Ehrlich a fait son discours. Quand vous recevez le prix Nobel, vous faites une conférence Nobel. Et lui a fait ses conférences Nobel sans même prononcer une seule fois le nom de Metchnikov. Et alors, ça n'arriverait plus de nos jours. Et alors... Maintenant, bon, le travail dont je vous ai parlé est l'œuvre de beaucoup de chercheurs dont je montre ici les principaux du laboratoire. Tous ne sont plus là. Beaucoup sont partis pour prendre des postes à l'extérieur et je ne montre pas leurs postdocs, leurs élèves. On était un grand laboratoire, on est toujours un grand laboratoire, le laboratoire continue dirigé aujourd'hui par Jean-Luc Himmler. Et j'ai commencé mon travail, ma première étudiante de thèse était Daniel Hoffman, que vous voyez ici. Et donc à l'époque, il était permis de faire la cour à son étudiante de thèse. C'est ce que j'ai fait et j'ai épousé ma femme. Et j'ai épousé Daniel. Et ça a tenu, on va fêter notre 50e anniversaire de mariage l'année prochaine. Donc il y a des contre-exemples. Et ensuite, Jean-Luc Dimarc, un excellent biochimiste qui est maintenant le directeur administratif de l'IHU de M. Maresco à Strasbourg sur les cancers de tubes digestifs, Marie Lagueux, biologiste du développement, Marie Meister, également biologiste du développement, Bruno Lemaître a été l'artisan des travaux sur les récepteurs TOL, Jean-Marc Reichart, également impliqué dans ces travaux, la voie IMD, c'est le biologiste Bruno Lemaître, un généticien, c'est le premier vrai généticien que j'avais recruté au labo, Jean-Marc Reichart aussi un généticien, Charles Létru un chimiste, Philippe Bullet, Charles Létru en travail avec Hubert Vaudry ici, Christine Kapler aussi, une chimiste. Dominique Ferrandon est un généticien de drosophile qui est actuellement un des piliers du laboratoire. Julien Royer, également généticien de drosophile, et Akira Goto est un biochimiste. Et je terminerai en montrant Jean-Luc Himmler, qui est l'actuel directeur du laboratoire, qui travaille maintenant sur les virus. Je ne vous ai pas parlé des virus parce que ça nous aurait entraîné trop loin. Et Lena Levachina qui travaille sur l'agent du paludisme. Elle est actuellement à Berlin. Et là, la dernière image que vous voyez en dessous, c'est l'insectarium qu'on est en train de construire, le CNRS, l'Université de Strasbourg, la région, etc. Un insectarium qui permettra d'avoir les moustiques les plus dangereux sous forme transgénique, qui va faire trembler le centre de Strasbourg. Et il me reste à vous remercier pour votre aimable attention. J'ai peur d'avoir été un peu long. Et j'espère que j'ai pu vous intéresser pour cette thématique. Merci. Voilà, on va remettre la lumière, je pense. Cédric, merci. Alors, c'est à vous pour les questions, les remarques. Hubert Vaudry, allez-y. D'abord, un grand merci, Jules, pour cette superbe conférence. Je voudrais dire à l'Assemblée que tu étais déjà venu en 1996, l'année même où tu as publié le papier dans Cell que tu as montré tout à l'heure, pour nous donner la conférence de clôture du Congrès européen d'endocrinologie comparée, et que ça avait été déjà un très grand honneur et un moment de science très intense. Donc merci d'être venu, d'avoir accepté cette visite à Rouen que nous espérions depuis fort longtemps et que d'autres obligations avaient empêché. J'ai deux questions qui m'intriguent suite à ta conférence. La première concerne les végétaux, puisqu'on sait aussi que chez les végétaux, la lutte contre les pathogènes est une affaire de survie extrêmement importante. Je voulais savoir si les systèmes de l'immunité innée des végétaux
miment ou ont des points communs avec ceux que tu as décrits dans le monde animal? Oui, alors je n'ai pas voulu rentrer dans ce domaine parce que ça nous aurait pris plus de temps encore, mais globalement, pour être très bref, oui, il y a des parallélismes très importants. Il y a à la fois des peptides antimicrobiens qui sont faits, il y a des systèmes de récepteurs complexes, il y a, surtout, il y a activation de la transcription de gènes, comme dans le cas de la drosophile, mais il n'y a pas le facteur NF-κB. Il y a toute une série de cascades d'activateurs transcriptionnels qui sont aussi activés par phosphorylation. Donc il y a globalement, pour répondre simplement à cette question, il y a beaucoup de parallèles, il y a des différences significatives, mais il y a beaucoup de parallèles. Et la deuxième question est plus d'ordre pharmacologique, je dirais, étant donné les problèmes de résistance aux antibiotiques, étant donné la puissance potentielle des peptides antibactériens de l'immunité innée, quels ont été les développements ou quels sont les développements à venir d'antibiotiques à partir de ces molécules naturelles? Ben, là encore, ma réponse sera rapide. Nous et d'autres, on s'est lancé dans la possibilité de l'exploitation au niveau d'une start-up des propriétés en thérapie humaine. Nous avons créé une entreprise qui s'appelait Entomed, entomologie médicale, et cette entreprise a travaillé pendant 5 ans, était très bien financée à Strasbourg, et le problème qui s'est révélé en termes tout simples, c'est que ces molécules, vous avez vu dans une des diapositives, j'avais marqué qu'elles sont présentes à des concentrations élevées. Concentration élevée veut dire qu'il faut beaucoup de molécules. Et nous avons réussi à synthétiser tous les peptides qu'il y avait sur le tableau, seulement la synthèse est chère. Et la molécule la plus active était la drosomycine. Il y a 4 ponts disulfure. Charles Letru est arrivé à la synthétiser, mais ce n'était pas vraiment jouable au niveau financier. Alors, à ce moment-là, mais dans le programme, dans le business plan qu'on avait conçu, on avait dit qu'on voulait les exprimer par la suite dans des plants de tabac. J'avais pris des contacts en Virginie pour qu'on fasse de la transgénèse dans des plantes. Et c'est là que les investisseurs ont dit, mais jamais on n'arrivera à vendre à une mère de famille en France des molécules produites par transgénèse dans les plantes. Et c'était l'époque quand ça commençait à l'époque, c'était pas jouable. Et les investisseurs voulaient évidemment faire de l'argent à partir de ça. Alors, ça s'est arrêté là pour nous. La même expérience est faite au Canada, 2 fois aux États-Unis, de gens avec qui on a été proches. Et ça n'a pas donné ces peptides. Aucun des peptides qui ont été identifiés pour l'instant n'a fait le saut vers l'application. Alors, par contre, au niveau maintenant des résistances, il y a beaucoup de pistes, mais ça tu le suis mieux que moi, beaucoup de pistes qui se font actuellement. Les thécobactines, par exemple, sont des molécules. Parce qu'il faut savoir pratiquement toutes les molécules antibiotiques que nous avons, pratiquement toutes, il y a peut-être quelques exceptions que je ne connais pas, elles proviennent de substances naturelles, c'est-à-dire de champignons, de bactéries, d'insectes, etc. Et donc il y a, pour l'instant, on a étudié que il y a des gens qui donnent les chiffres 2 ou 3% des possibilités au niveau des microbes dans l'océan, c'est illimité pratiquement. Et donc on n'a pas exploité tout ça. Alors il est possible, avec les techniques de culture, vont s'améliorer les techniques d'extraction de synthèse, il est possible que dans peu de temps, il y ait un breakthrough. Et je pense qu'on est sur le point. Il y a des études, on n'est pas impliqué là-dedans du tout, nous, mais il y a récemment eu une publication qui me paraissait extrêmement importante avec des substances antimicrobiennes qui étaient purement lipidiques. Et donc, c'est les fameuses thécobactines. Et à ce moment-là, donc, il n'y a pas de problème de résistance du type de celle que nous connaissons. Professeur Constantin. Voilà. Merci pour cette présentation d'un problème éminemment complexe et que vous avez su rendre intelligible. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des stratégies permettant de booster les mécanismes innés et cela retentirait-il sur les mécanismes adaptatifs? Alors pour la première question, oui. Il y a vraiment, donc à l'époque, avec mon étudiante de thèse que vous venez de voir,
On avait, sur le criquet, on avait déterminé la dose létale. Le criquet est bien grand, on peut faire assez facilement à l'époque, on peut faire ça. Une dose létale pour le bacille de Thuringe, par exemple. Et ensuite, on descendait en dessous, sur d'autres individus, en dessous de la dose létale, on faisait un accroissement des doses qu'on injectait, et à la fin, on arrivait à avoir des insectes qui résistaient parfaitement à la dose létale. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est une induction, on améliore, un priming, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas un phénomène de mémoire, ça, parce que ce n'était pas d'ailleurs germe spécifique. Alors, donc il y a des façons évidemment de booster ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, même il y a des gens qui vous disent, si vous prenez des probiotiques tous les jours, les probiotiques, Metchnikov était un grand fanatique des probiotiques. Et dire des probiotiques, ça vous donne nous savons aujourd'hui que les microbes agissent sur le système immunitaire, dans le tube digestif, et même le mécanisme d'action pour certains commence à être bien connu. Et donc, bottom line, qu'est-ce que je peux vous répondre? On peut booster on booste évidemment les adjuvants, c'est le principe de ça, c'est booster la réponse adaptative par le fait de booster la réponse immunitaire innée. Oui. Donc c'est le principe même, en fait, de la vaccination. Ceux d'entre vous, mais tout le monde est jeune ici, mais de mon temps, quand on voulait faire des anticorps de lapin contre une protéine qui nous intéressait, on prenait un lapin, on injectait, après on faisait, on avait de l'adjuvant de Freund dedans, et on faisait un boost. Au bout de 6 jours, 12 jours, on répétait, et on avait vraiment comme ça, qu'avec le boost, avec l'adjuvant de Freund, qui agit sur les cellules dendritiques, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on faisait le mécanisme, donc ça répond pratiquement à votre question. Il y a une façon de le faire, et même dans le cas de l'immunité adaptative, c'est indispensable de le faire. Oui, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup pour cette lumineuse conférence qui illustre, s'il y en a besoin, l'intérêt de la recherche dite fondamentale. On voit qu'il y a surtout une bonne recherche et que les applications, il y a plus d'applications de la recherche que de recherche appliquée. Mais j'avais une question. Vous nous avez expliqué que donc l'immunité adaptative était une immunité assez complexe, très riche, mais dangereuse, puisque les cellules qui la médient peuvent tuer d'autres cellules, donc il faut la contrôler, et que l'immunité adaptative était contrôlée donc par l'immunité innée. Il fallait initialement activer ces phagocytes, pour le dire simplement, pour activer l'immunité adaptative. Maintenant, l'immunité innée est aussi véhicule ses propres dangers, elle sécrète des substances toxiques, et elle est activée par des bactéries notamment, et ces bactéries, elles sont très nombreuses dans l'organisme, puisque le corps abrite plus de bactéries que de cellules. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une petite idée de la façon dont, finalement, l'immunité innée fait la différence, en quelque sorte, comment elle tolère et vit en bonne intelligence avec toutes ces bactéries que nous abritons naturellement, et sans déclencher de réponses fulgurantes, comment elle s'active, au contraire, devant des pathogènes? Le bon grain de livret, comment on fait là? Oui, j'essaie de suivre votre raisonnement. Donc l'immunité innée, bon, elle rencontre le germe, elle le reconnaît par le type de récepteur dont on vient de parler, donc admettons quelques 200 récepteurs, et elle va faire de la phagocytose, où elle va, et puis à ce moment-là, elle va tuer la bactérie qu'elle a avalée. Alors, au-delà, si donc il y a un mécanisme de saturation, au-delà, c'est la fin. L'animal meurt. Vous avez alors une septicémie, par exemple. C'est le cas classique de la septicémie. Encore que la septicémie, comme vous le savez, tous les médecins le savent, finalement, le problème de la septicémie, c'est qu'il y a trop de cytokines. C'est-à-dire, des septicémies chez les criquets, on a observé ça très classiquement. Entre autres, j'ai pu faire des irradiations du tissu hématopoïétique du criquet. Et à ce moment-là, sans aucune intervention, l'animal était bourré de microbes parce qu'il n'arrivait plus à se débarrasser des microbes. C'est en fait la meilleure illustration biologique que je pourrais vous donner. Si vous éliminez les phagocytes par une irradiation sélective du tissu hématopoïétique, donc il n'y en a plus, chez un animal qui ne fait pas de peptides antimicrobiens. Donc le criquet, à ce moment-là, c'est la septicémie garantie. Alors, ça ne répond pas à l'ensemble de votre question. Aidez-moi encore une fois pour... Non, je voulais évoquer le fait que des maladies inflammatoires peuvent être
Ouais. liées à des mutations des voies que vous avez Oui, découvertes, et que donc cet équilibre qui peut exister entre les bactéries qui nous habitent naturellement est lui-même régulé, et que donc on peut, voilà, pour parler de maladie de Crohn, une chose comme ça, oui. avoir une réponse anormale en fonction justement de particularités de certains gènes dont vous avez parlé. Oui, je vois ce que vous voulez dire et je suis d'accord. Mais je ne vois pas ce que je peux vous répondre à cette façon. Donc il y a évidemment entre les microbiotes et les cellules du tube digestif, mais essentiellement aussi le système immunitaire sous-jacent, il y a un dialogue continu qui est bien compris encore. Donc on connaît maintenant, il y a toute une série de molécules, des acyl N-amide, j'ai vu ça en venant dans le train, qui jouent un rôle dans l'activation qui joue un rôle en activant toute une série de récepteurs sur différentes, pas des récepteurs de pathogènes, mais des récepteurs de fonctionnement de notre corps, fonctionnement du tube digestif, de la musculature, du système nerveux aussi, etc. Donc il y a tout un monde là, vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus, et donc je bloque pour voir ce que je pourrais répondre comme quelle est la question de façon précise, que je puisse m'insérer là-dedans. Non, c'était pour illustrer Oui, aussi pour absolument. le public le fait que voilà, nous devons nous défendre contre des pathogènes, des bactéries spécifiques, mais en même temps nous vivons en bonne harmonie avec un grand nombre de bactéries, et que donc on pourrait imaginer que l'activation des TLR dans le tube digestif sécrète des flots de TNF et de substances très toxiques, qu'en fait il y a toute une régulation, et que leur dérégulation peut amener à certaines maladies qu'on comprenait comme inflammatoires, qui aujourd'hui sont une réponse anormale à des bactéries. Ouais. Donc, en d'autres mots, vous aviez la réponse. non, mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous. Non, je cherchais maintenant, si j'allais m'enfoncer dans le mucus du tube digestif, qui permet évidemment, qui est une grande barrière. La première barrière, avant même les réactions immunitaires, c'est le mucus qui est renouvelé tout le temps. Et donc, écoutez, nous sommes d'accord. Voilà. Vous êtes d'accord. Vous êtes fier d'avoir mis en difficulté un petit peu le prix Nobel. Bon. Qui avait une question là, madame? Bonsoir. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Je veux bien réinsister à peine un petit peu sur ce que vient de dire Monsieur Boyer, dans le sens où quand il y a une attaque bactérienne, s'il y a des cytokines qui viennent, normalement, tout ce qui est cytokine va stimuler l'axe du stress. Donc, si on prend sur l'endocrinologie ou la neuroendocrinologie, s'il y a des attaques bactériennes répétitives, peut-être qu'un stress chronique peut être délétère au niveau de l'organisme. Là, je suis à nouveau tout à fait d'accord avec vous. Et qu'est-ce que vous aimeriez que je... Quel est le type de question que vous... C'était juste pour dire l'immunité est une chose, mais le corps dans son ensemble, il y a aussi d'autres axes, dont le stress. Absolument. Et si on combat l'immunité, il ne faut pas non plus fatiguer complètement le corps. Donc, absolument, absolument. Tout à fait d'accord. Nous sommes tous d'accord, je pense. Oui. Cela dit, j'aimerais bien quand même un jour que, et je vous pose, pardonnez-moi, la question à vous, ça sort peut-être de votre domaine direct d'intérêt et sûrement pas de compétence. On parle tout le temps, partout du stress. Est-ce qu'il y a une définition médicale du stress? Pour un végétal, c'est simple. Hein. Il y a le stress hydrique, le stress ceci. Mais bon, le stress pour un être humain, c'est tout et rien quelquefois à travers les lectures. Là, vous me remettez dans une situation difficile. Je crois que nous savons tous, nous sentons tous ce que c'est le stress. Madame, vous êtes certainement la plus proche de cette question. Non, je vais laisser Monsieur Ourdiri répondre. Là encore, le stress, le stress, c'est un stress au niveau nerveux qui se répercute sur tout. Il y a le stress au niveau cardiaque, au niveau digestif, au niveau etc. C'est une agression, de toute façon, c'est une agression. Oui. Alors, ça dépend maintenant de ce qu'on peut définir. Le stress se traduit par des modifications de notre métabolisme, une modification des battements cardiaques. Donc, c'est l'ensemble de l'organisme. Effectivement, c'est ce que disait madame. Il faut le prendre au niveau de l'organisme entier. Hein. Ça, c'est clair. Mais là, je ne pense pas qu'avec les travaux que nous avons faits, que je puisse apporter quelque chose d'illuminant.
Et surtout que le stress, bon, les insectes, évidemment, font un stress. Il n'y a pas que les insectes, il y a toutes les formes animales et végétales, on l'a dit il y a un instant, toutes les formes stress. Enfin, alors là, c'est vraiment multifactoriel. Et je ne pourrais rien dire d'intelligent sur ce point-là. Bon, c'était juste un petit énervement devant l'omniprésence du stress pour expliquer des corps aux pieds, pour expliquer des tas de choses. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, j'avais une question et une remarque. La question, c'est qu'en fait, nous sommes tous inégaux devant les agressions microbiennes, pathogènes plus ou moins. Est-ce dû à une différence de densité ou de qualité des TLR, par exemple? Et est-ce qu'on peut améliorer ou renforcer la quantité ou la qualité? Et pour ce qui est la remarque, vous avez arrêté les pestilences, je dirais, au XVIIe siècle. En fait, il y a quand même eu la grippe espagnole qui a eu, plus récemment, une incidence très très forte sur des populations en Europe. Voilà, c'était juste pour la remarque. Alors, pour la remarque, je peux très simplement répondre. Je m'absous parce que j'ai mis la référence du livre. Dans le livre, il donne tous les détails jusqu'aux dernières varioles et au dernier choléra au Bangladesh. Non, je pouvais évidemment, j'avais déjà parlé trop longtemps, je ne pouvais pas insister là-dessus. Je voulais juste... et d'autre part, pour me redéfendre sur ce plan-là, la grippe espagnole n'a pas eu de grand effet au niveau de la démocratie en Europe et au niveau plan mondial. C'est d'ailleurs très bien écrit dans ce livre. Ils estiment à 22 millions le nombre de décès. À ce moment-là, c'était plus que le nombre de soldats, mais il n'y a pas eu d'incidence démographique. On a vérifié après le nombre de naissances, etc., au cours des 20 années qui suivaient, donc il n'y avait pas de... C'est juste, je suis d'accord avec vous, c'était terrible. Un des frères de mon père est mort à ce moment-là, en 19, au Luxembourg. Donc, si vous voulez, ça ne nous concerne pas directement dans l'exemple que j'ai donné, les 4. Ce qui m'intéressait, c'était les incidences directes sur l'histoire. Alors, mais je prends votre remarque. Alors, maintenant, la question. Alors, oui, vous avez parfaitement raison. Il y a des gens, des enfants qui naissent avec un déficit d'expression ou de structure de telles protéines qui intervient dans les cascades dont on a parlé, les cascades de défense. Donc nous sommes d'accord, il y a 3 étapes. Il y a les récepteurs, il y a les molécules effectrices, et entre les molécules effectrices qui, en général, nécessitent la transcription de gènes, pas toujours, etc. Donc il y a la cascade de signalisation. Et là-dedans, il y a beaucoup de gènes qui peuvent être aberrants et mal exprimés ou qui donnent des protéines qui ne sont pas fonctionnelles. Donc il y a toute une série de maladies de ce type-là. Toute une série, oui. Alors, si on peut, vous dites, votre deuxième aspect de la question, si on peut faire quelque chose contre... alors, si on peut faire quelque chose contre, c'est la question classique d'un déficit d'un gène. Alors, si c'est simple, on peut faire une supplémentation pour le produit qui n'est pas normalement fait ou pas fait de façon correcte, dans ce cas-là. Ou alors l'autre, ce serait la thérapie génique. Et ça c'est pour une autre séance. Oui, ou éventuellement, est-ce qu'on peut injecter des TLR, par exemple, localement ou Non. Alors, les TLR, ce sont des récepteurs transmembranaires. Et il faut qu'ils soient intacts. Il faut qu'il y ait le domaine de reconnaissance à l'extérieur et le domaine de signalisation à l'intérieur de la cellule. Et un domaine transmembranaire tout à fait correctement formé. Non, on ne peut pas donc injecter des TLR, ça ne donnerait rien. Mais injecter des molécules dont l'expression est contrôlée par les TLR, ça on peut le faire. Mais c'est compliqué, hein, parce que je vais vous dire, en dessous d'un TLR classique, chez l'homme, il y a au moins 500 gènes qui sont exprimés. Alors on peut pas. Alors maintenant, vous pouvez. Alors pour la plupart d'ailleurs, comme chez la drosophile, on ne connaît pas la fonction. Et pour nombre, on connaît la fonction, mais pour la plupart, on ne connaît pas la fonction. Alors une supplémentation, ça me semble assez difficile. Mais il y a d'autres façons de circonvenir ça. Et sur un autre plan, est-ce qu'il peut y avoir une liaison entre l'hyperigénisme actuel et une réduction, je dirais, des défenses immunitaires? Alors, je ne vous vois pas. Vous pouvez me montrer où vous êtes? Monsieur, là-haut, tout pardon. en haut, au balcon. Oui. Excusez-moi. Ah, oui. Voilà. Hello. J'en prie. Ah oui. Bon, ben on peut vous laisser si vous voulez, non Oui, je vais descendre si vous voulez.
Si vous sautez, c'est bon. Oui, mais j'ai du mal parce que il n'y a pas assez de mousse en bas. D'accord. Ok, alors, dites-moi. Oui, est-ce que l'hyperhygiénisme actuel, est-ce qu'on peut penser que ça tend à réduire le système Ah oui. défense immunitaire? Ah oui, alors ça, Vous parlez de l'hyperhygiénisme, c'est ça? Oui, c'est Tout à ça. fait, oui. D'accord. Oui, oui, non, mais Ah ça, oui, oui, oui. C'est amusant parce que des fois quand nos petits-enfants sont à la maison, ma femme leur dit va te laver les mains. Je dis mais écoute, il faut laisser un contact avec les microbes. Alors non, vous avez raison. Alors c'est la fameuse hypothèse de l'hygiène et un des grands défenseurs de cette hypothèse, c'est mon ami Jean-François Bach, qui a une revue qui va apparaître dans Nature, un article de revue qui doit apparaître dans 2 ou 3 mois, ne le ratez pas, dans lequel lui il défend ça. Et puis, alors hyperhygiénisme, en fait, monsieur fait allusion au fait que vous évitez tous les microbes, etc. Vous êtes d'une extrême propreté, comme certains médecins le sont dans les hôpitaux. Hein. Et donc à ce moment-là, certaines infirmières. Et à ce moment-là, on dit que le système immunitaire n'a pas été éduqué, n'a pas été, etc. Alors, ça se base sur des expériences qui sont effectivement amusantes. Pour la fin de soirée, la Carélie, j'ai appris ça quand première fois que j'étais à Saint-Pétersbourg. Il parlait de notre Carélie, de la Carélie finlandaise. Alors la Carélie, c'était la même population, mais coupée en deux à l'époque du frère Staline. Et alors, effectivement, il y avait beaucoup du côté finlandais, on suppose qu'ils étaient ultra propres, et du côté soviétique, c'était un peu plus laxiste. Et effectivement, du côté finlandais, il y avait pas mal d'auto-immunité, et du côté soviétique, il y en avait très peu. Et alors, ça s'est vérifié. Alors, il faut lire la revue de Jean-François Bach, donc dans Nature, Nature telle quelle. Alors, il donne des cartes de l'auto-immunité, allergie, tout ça, ce sont des phénomènes qui d'ailleurs sont médiés par les TLR en large partie. Et donc alors vous voyez les cartes du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, et je ne sais pas si c'est toujours politiquement correct, mais enfin vous voyez un gradient terrible. Et donc la même chose en Afrique. Et alors l'idée là à laquelle vous faites allusion, monsieur, c'est effectivement que le contact permanent avec des micro-organismes donne un bruit de fond du système immunitaire, mais évite aussi qu'ils réagissent trop violemment. Donc il y a une sorte d'éducation, je ne sais pas le mot, je n'ai pas lu l'article encore, mais on en a parlé encore hier. Et donc c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement probable que l'hyperhygiénisme donne une vulnérabilité à l'exposition à des microbes. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Bon. Promettez-moi de lire l'article. Une question nous vient, pardon madame, une question nous vient d'Évreux, je viens vers vous tout de suite après. Puisqu'on est suivi aussi grâce à Internet, moi j'ai ce truc-là par addiction, hein, mais c'est pour pouvoir avoir le... Bon. Est-ce que les réactions des insectes sont semblables lorsqu'ils sont agressés par des virus et lorsqu'ils sont agressés par des bactéries? Je sais, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne parliez pas des virus, mais la question me paraît quand même assez logique, oui, parce qu'elle peut peut-être être élargie aux mammifères et à l'homme. Oui. Alors, la réponse, pour rester simple et rapide, la réponse est la suivante. Chez nous, un des aspects essentiels de réponse antivirale, c'est le système des interférons. Alors, or, les interférons n'existent pas chez les insectes. Une réponse, d'abord, au niveau de la reconnaissance, vous avez vu la reconnaissance des virus chez l'homme, elle est relativement bien comprise. Maintenant, il y a 3 des TLR reconnaissent les virus à l'extérieur ou dans les endosomes. Ensuite, il y a le système des LRR, c'est les RIC, j'ai montré ça, mais enfin, on ne peut pas rentrer dans le détail. Donc, dites à notre correspondant que le système de reconnaissance est bien compris chez les mammifères, ou assez bien compris chez les mammifères. Chez les insectes, il y a un système particulier qui est commun pratiquement à toutes les formes animales, qui est ce qu'on appelle l'interférence à l'ARN. Et ce système est un système très ancien, et il joue un grand rôle chez les insectes. Il ne joue probablement pas de rôle dans la réaction
immunitaire antiviral chez les mammifères. Donc les mammifères carrément sont partis vers l'utilisation du système des interférons, qui est absent donc, chez les insectes. Alors à ça s'ajoute que chez les mammifères, il y a un type de cellules très dédiées aux infections virales, ce sont les cellules NK, Natural Killer Cells, mais qui sont aussi absentes des insectes. Donc il y a quelques parallèles et de grandes différences quand même. C'est pour ça que, si vous voulez, j'ai terminé sur la phylogénèse en parlant de ce qu'on avait appris sur antibactériens, antichampignons, où effectivement les parallélismes sont stringents, mais pour les virus, c'est plus compliqué. Et encore une petite question, madame, je ne vous ai pas oublié. Là aussi, peut-être, vous allez me dire, c'est pas directement mon rayon ni mon intérêt, mais qu'est-ce que vous pensez de la remise à la mode des phages, enfin des soins par le virus, par le virus qui attaque la bactérie et qui attaque le microbe, les bactériophages, je crois. Oui, alors je parlais tout à l'heure de Saint-Pétersbourg. Vous savez qu'en Union soviétique et la suite, on n'a jamais arrêté ce système. Oui. Non, mais je pense que c'est une bonne piste. Hein. C'est une bonne piste. Et puis, sauf que le virus, après, on ne sait pas très bien ce qui devient. Il peut manger, il peut attaquer et tuer les bactéries, mais il faudrait qu'il s'arrête là, quoi. Mais enfin, oui. Bon. Je ne sais pas. La bactérie est morte, le virus l'a tué, alors... À moins qu'il soit spécialisé dans tel type de bactérie, auquel cas, effectivement, une fois qu'il a tout mangé, il s'en va ou il meurt. Je vais arrêter de me ridiculiser, madame. Je ne pense pas que le virus va manger. Mais enfin, c'est effectivement... Je pense, pour répondre à votre vraie question du début, je pense que c'est une piste qui mérite d'être exploitée. En tout cas, on semble la redécouvrir. Oui. Allez-y, madame, pardon. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Eh bien, merci, monsieur, pour cette passionnante conférence. J'avais une question concernant les substances qui peuvent éventuellement mettre en faillite ce système de l'immunité innée. À votre connaissance, existe-t-il des médicaments ou des substances pouvant enrayer ce système ou le bloquer, ce qui pourrait effectivement générer des infections pathogènes extrêmement galopantes? Je pense en particulier aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent, dans certaines circonstances, dans certaines infections au départ bénignes, faire flamber certaines pathologies, et je pense en particulier aux fasciites nécrosantes et autres pathologies gravissimes et mortelles parfois en quelques heures de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. Bon, écoutez, madame, à ce stade de la soirée, il faut que je dise en toute honnêteté, je ne suis pas médecin. Et à nouveau, Jean-François Bach, dont on a parlé, vous répondrez certainement à cette question. Moi, j'ai des impressions, mais je ne suis pas au chevet des malades, donc je ne pourrais pas vous dire. Je prends des anti-inflammatoires non stéroïdiens régulièrement, et je n'ai pas eu de myofascite. De fasciite nécrosante, oui. Ah, oui, c'est ça. Non, mais on l'a constaté chez certains de nos patients. Je suis chirurgien plasticien au CHU de Rouen, et j'émarge aussi dans le laboratoire d'Olivier Boyer, ici présent. Et donc, j'ai été confrontée récemment à la prise d'anti-inflammatoires dans l'interrogatoire des patients, et on a découvert qu'il y avait... Donc ensuite, ils sont arrivés dans un état très critique d'infection pathogène majeure en quelques heures. Et dans leurs histoires, à chaque fois, on a retrouvé des prises d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous êtes sûr que comparaison fait raison, que ce n'est pas d'autres causes, une fâcheuse coïncidence, c'est bien l'anti-inflammatoire? Eh bien, il y a une coïncidence qui revient quand même très très fréquemment par rapport à la population générale, et à la population de ces patients. Si vous voulez, de l'extérieur, parce que là, donc, je suis en dehors de mon domaine de compétences, je dirais que, comme vous avez dit, corrélation n'est pas causalité. Et effectivement, vous savez qu'en médecine, vous savez mieux que moi, il faut travailler sur de grandes cohortes. Et à ce moment-là, on arrivera peut-être à décider si oui ou non. Hein. Je suis navré, mais je ne connais pas cette réponse, ni celle sur l'avenir de la politique française. Là, je ne réponds pas.
Je vous remercie en tout Je cas. voudrais juste avant que vous fermiez votre micro, que vous répétiez le nom de la pathologie dont ces personnes ont souffert. La fasciite nécrosante, c'est en fait une infection du tissu sous-cutané qui s'étend en quelques heures due à un germe pathogène. Avec des Ça peut plaques être rouges, plusieurs. etc., c'est ça? Oui, mais ça n'est pas un érysipèle. C'est plus grave que ça. Ça entraîne la nécrose de la peau. Madame, oui. Oui, vous avez dit que l'ensemble des insectes pouvaient avoir une immunité innée. Qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies comme la dengue, le palu, donc transportées par des vecteurs style le moustique? Et puis au niveau de nos régions à nous, les régions tempérées, il y a les tiques qui ont beaucoup de bactéries, et un petit peu moins de virus. En tout cas, la maladie de Lyme, où on en entend beaucoup parler pour le moment. Pourquoi est-ce que ces animaux n'ont pas réagi pour éliminer les bactéries et pourquoi est-ce qu'elles le transmettent à l'homme? Parce qu'elles nous veulent du mal. Voilà, elles nous veulent du mal. Bon, écoutez, c'est difficile de donner une réponse générale à cela, mais je peux vous donner un exemple précis en ce qui concerne le parasite qui cause la malaria, Plasmodium falciparum. Donc on sait qu'effectivement, si dans un moustique, au début, arrivent des milliers de parasites dans un moustique, dans l'anophèle. Dans l'anophèle arrivent des milliers de parasites. Une majorité sont tués, mais il en reste quelques-uns qui traversent le tube digestif. Et là, il y a une étape de multiplication dans le sporozoïde qui est monstrueuse, et ensuite c'est transmis. Mais je peux vous rassurer que tous les insectes réagissent contre ces parasites, et certains n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors, évidemment, la question est importante. Pourquoi certains n'arrivent pas et la plupart arrivent? Je pense qu'on n'a pas la réponse actuellement. Mais beaucoup de gens travaillent là-dessus. Hein. Pour la dengue, pour West Nile virus et chikungunya, Zika, etc. Donc, il y a effectivement, globalement, c'est votre question, globalement, les insectes ont un système immunitaire inné assez puissant, si on veut. Mais n'arrivent pas à se débarrasser de certains parasites à certains moments de leur cycle, etc. Au-delà, je ne peux pas. Et que pensez-vous de l'attitude qui consiste à stériliser, à rendre stériles des colonies de moustiques, de manière à ce que l'ensemble d'une grande population de moustiques ne soit plus capable de se reproduire, et etc., etc. Oui, j'ai peut-être lu ça dans PIF magazine, non, vous avez raison. Il y a quelqu'un de notre laboratoire qui travaille, Éric Marois, qui travaille là-dessus. Et écoutez, moi, personnellement, donc ça, c'est des histoires, c'est presque comme les religions. Moi, je trouve que si on arrive à éliminer un moustique ou une anophèle qui transmet des maladies, qui est responsable de la mort, de toute une série de la morbidité, alors à ce moment-là, moi je dirais, allez-y. Et dans certaines régions, on y va, mais il y a toujours des gens qui viennent, ouais, mais on ne sait pas. Alors qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a peut-être une autre espèce qui viendra. Mais écoutez, vous savez, actuellement en France, nous avons 150 espèces invasives, plantes, champignons, etc. Et puis la nature s'adapte. Moi, je pense que alors certes, un jour il y aura une résistance, mais on fera autre chose. Mais moi, je trouve que si on peut éliminer, vous ne me citez pas, hein, mais si on peut éliminer une espèce qui nous veut du mal, sans le vouloir, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais qui nous pose problème, ben on l'élimine. Et puis, c'est comme une mauvaise herbe à ce moment-là. Je ne sais pas s'il faut un comité d'éthique pour décider de cela, mais... Non, bon, vive la tapette à drosophile. D'autres questions, je vous en prie. Oui, monsieur, allez-y. Hop, incliné. Oui, bonsoir et merci. Je voulais savoir, chaque individu est équipé d'un CMH unique, mais aussi présente un microbiote bien spécifique. Du coup, je m'interrogeais sur l'impact de l'un sur l'autre. Et surtout, est-ce qu'on est davantage défini en tant qu'identité par notre flore résidente qui va impacter l'expression de notre immunité, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Alors, d'abord, MHC, vous savez qu'on en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas le même nombre que pour les récepteurs B et T. Et alors, donc, est-ce que notre immunité... Vous dites, j'ai du mal à bien comprendre la question. Nous parlons de questions, là. Hein. En gros, alors, les relations entre notre CMH et les bactéries qu'on accueille sur notre peau ou dans notre système digestif,
lequel va le plus impacter sur l'autre? Est-ce que c'est notre flore résidente qui va moduler pardon, l'expression de notre réponse immunitaire, ou plutôt l'inverse, notre système immunitaire qui va essayer d'attaquer notre flore résidente? Oui, c'est la situation est extrêmement complexe là aussi. Vous voyez, donc vous avez plusieurs types d'échappements. Vous avez l'échappement direct, vous avez l'échappement de pousser vers une sélection d'autres formes du gène, c'est-à-dire une espèce de drive vers d'autres formes qui permettent une meilleure adaptation entre le ligand et le récepteur. Alors, pour vous répondre, moi je sais pas très bien comment on peut envisager donc il y a un dialogue, certainement, dialogue encore c'est une façon de dire, mais il y a une interaction bien entendu entre le microbiote et essentiellement les métabolites qui sortent du microbiote. Et de l'autre côté, alors les cellules dont nous parlons, c'est-à-dire si vous parlez du MHC, pour l'instant nous cherchons l'interaction avec une cellule B, avec une cellule. Donc nous sommes en présence d'une substance qui est présente, qui est soluble, qui va interagir donc avec les cellules immunitaires qui sont dans cette zone, dans l'intima. Et donc, je ne vois pas très bien comment je peux répondre à votre question. Je pense que c'est... je ne sais pas s'il y a une réponse actuelle dans l'état actuel des choses. Qui pousse l'autre, je ne sais pas. Ben voilà, ça, vous aurez peut-être la réponse un jour. Absolument. Oui. D'autres questions, je vous en prie. Allez-y. Je peux vous faire une remarque, professeur? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la variole et du fait qui semble attester que ce sont les conquistadors qui l'ont apporté avec eux. Et il y a 2 ou 3 ans, dans la recherche en français, j'ai lu un article qui semblait, en tout cas, attester qu'un certain nombre on ne va pas dire de momies, mais enfin de corps d'Indiens datant d'avant la colonisation espagnole, portaient les stigmates d'une infection variolique. Est-ce que c'est concevable avec ce que l'on dit et ce que l'on sait, c'est-à-dire que les Espagnols ont été ceux qui sont responsables de la variole et de l'extinction de 80% des Amérindiens? Alors, écoutez, là, soyons prudents. Oui. Actuellement, ce qu'on pense, c'est que cette extermination, cette disparition d'un nombre absolument invraisemblable de personnes qui étaient sur le continent n'a pas été un fait unique. Alors, il est possible, ça je peux pas dire, je ne dis pas que l'article que vous avez lu contienne des contre-vérités, mais simplement il est pensable qu'à certains endroits, il y a eu des contacts avant cette période-là et mais de toute façon, elle n'a pas pu être, elle est pas endogène, la variole. Elle n'a pas pu prendre naissance. Non, elle n'a pas pu. La variole existe depuis. Alors, je ne sais pas combien d'années, mais dans ce livre, vous le trouvez. La variole existe depuis bien longtemps. Hein. Donc, tout ce qu'on a pu voir en Égypte, etc. Alors, agressive sous la forme actuelle, je ne sais pas. Mais donc, simplement pour être clair là-dessus. Les historiens et les médecins me semblent d'accord sur le fait que l'immense masse des Indiens a succombé plutôt à la variole qu'à des faits de guerre. Okay. Alors qu'on ait trouvé quelque part des traces de variole qui prédataient de ces conquistadors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis ouvert, si on le montre, je suis ouvert à le croire. Moi, ce n'était pas pour défendre les conquistadors, hein, c'était juste parce que j'avais été un peu étonné par ça. Cet article. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. La fonte du permafrost. Qu'est-ce qu'il pour moi, ça et l'apparition de virus ou de bactéries totalement passé inaperçu. Film de science-fiction, hein, totalement passé inaperçu jusqu'à présent. Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Vous me posez la question à moi? Oui. Ah, je veux bien. Parce que si je fais le film, il faut que j'ai un conseiller scientifique quand même. Hein. Non, mais je veux bien. Écoutez, alors, à nouveau, si je
peux me permettre, posez-moi la question, est-ce que c'est plausible? Oui. Bon, tout est plausible. Bon. Mais maintenant, ce n'est pas une réponse. Mais ce n'est pas non plus une question. Parce que, donc, effectivement, je suppose qu'il y a énormément de germes qui sont... vous savez, le nombre de germes dans la Terre est immense. Immense. On n'a pas d'idée. Alors qu'il y a là-dedans un certain nombre de germes qui étaient congelés, etc., qui se trouvent là-dedans, qui vont sortir maintenant. Évidemment, on ne peut pas l'exclure. Alors, est-ce que ça va avoir une incidence, etc., ça, je ne peux pas. Sur la recherche, ou je sais pas. Ah ben, je pense qu'il y a des gens, j'espère qu'il y a des gens qui font ce genre d'études là où il y a du permafrost, etc. Et non, alors, pour être clair, oui, ça peut devenir un problème. Est-ce que c'est sûr que ça peut devenir un problème? Je ne sais pas. Vous non plus. Alors, attendez, mais c'est effectivement quelque chose que... Mais je suis sûr qu'au niveau de... qu'il y a des centres dans ces régions-là qui font attention à cela actuellement. Hein. Il n'y en a pas en Alsace, ni en Normandie. Hein. Bah, on n'a pas de permafrost, nous, on a de l'argile. Oui. Plus de questions? Je voudrais que nous remercions tous ensemble très, très chaleureusement notre invité d'aujourd'hui, c'est-à-dire, hein, bien sûr, Jules Hoffmann, qui a répondu même aux questions les plus stupides que je me suis chargé de poser. Pas du et tout, que nous pas nous du retrouvions avec Hervé Platel pour parler d'imagerie cérébrale et de musique. Eh oui, pourquoi pas, hein. Et ce sera le 19 octobre prochain. Merci à toutes et à tous. Rentrez bien et remercions le professeur. Merci bien.